Salut les gars, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui nous allons faire un résumé d'une série d'animes intitulée Death March à la Rhapsodie du monde parallèle. L'histoire se concentre sur une série d'événements qui se sont produits lorsqu'un programmeur est perdant. Dans la fin de la vingtaine, Ichiro Suzuki se retrouve soudainement transporté dans le monde RPG, fantasy qu'il créait, qui était aussi mélangé avec les jeux qu'il développait dans le monde réel. Dans ce nouveau monde, Suzuki paraît beaucoup plus jeune et agile. De plus, son nom change de Suzuki à Satu, et il se rend compte qu'il possède maintenant des pouvoirs magiques qu'il ne peut qu'imaginer. En arrivant dans ce nouveau monde, Satu fait face à tout un tas de drames. Des surprises en chemin pour vider le monde du jeu et revenir dans le sien. Et vous pouvez découvrir d'autres choses qui se sont passées lors de son voyage si vous suivez la vidéo, abonnez-vous et aimez la vidéo. Profitez du résumé. Dans la ville brillante et animée de Tokyo, Ichiro Suzuki arrive au métro bondé de Tokyo à 8h30 pour prendre le train de 8h33 sans être en retard du tout. En arrivant, il réalise que le train est déjà là et s'apprête à partir sans lui. Suzuki courut aussi vite qu'il le pouvait pour monter dans le train à l'heure. Heureusement, son idiot de derrière arrive à temps et il parvient pour s'épargner l'embarras d'arriver en retard au travail. Alors qu'il reprend son souffle, il cherche dans son vide intérieur à comprendre pourquoi le système de train était si différent ce jour-là. Puis une idée lui vient et il réalise qu'il va travailler un dimanche. C'est pour cela que les horaires du train étaient différents aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Suzuki se met au travail et arrive à l'heure au bureau. Dans l'ascenseur, ses collègues le rejoignent et discutent de quelques sujets avec Suzuki. À en juger par les apparences, Suzuki était là pour réparer le désordre laissé par un idiot qui avait quitté son travail avant de finir ce triste design de jeu qu'il avait créé. Suzuki était un gars sympa qui aimait nettoyer les désordres des autres, même à ses dépens, alors c'était comme une promenade de santé. En plus, il n'avait pas de petit ami, ce qui donne un peu de contexte au fait que les gentils finissent toujours derniers. Bref, Suzuki arrive à son étage indemne et se dirige vers son bureau pour commencer ce qu'il appelle la marche de la mort. Suzuki commence sa dimanche chargée au travail en écrivant des classes et des commentaires avant de générer la documentation et UML à partir du code source du programme sur lequel il travaille. En y regardant de plus près, il aperçoit un de ses collègues se plaindre de son travail et se sent obligé de l'aider. Heureusement, son superviseur gros et ennuyeux est passé pour lui refiler encore plus de travail. Cette fois, il était là pour dire à Suzuki de réduire la difficulté du nouveau jeu qu'il développait, intitulé Warworld. Suzuki a argumenté qu'ils avaient dit au départ que le jeu serait assez difficile pour les débutants, alors pourquoi revenir sur leurs paroles maintenant? Le superviseur n'était pas là pour écouter ce que le petit employé avait à dire. Alors il lui a dit de faire le travail et de partir rapidement. Suzuki fait quelques remarques sur les jeux pour les rendre plus faciles, et le gros superviseur l'encourage à continuer le bon travail. Avant qu'il ne parte trop loin, Suzuki le rappelle et lui parle des corrections de bugs qu'il a faites à faire sur ce MMORPG avant qu'ils ne commencent leur projet. Le gros promet d'appeler le client en première avant qu'il ne puisse prendre des décisions. Sur ce, Suzuki a peu de temps libre, alors il le passe dehors en mangeant un délicieux bento pour le déjeuner. Pendant qu'il est là, il aperçoit une petite fille qui pleure sur le béton devant lui. Par souci, il traverse rapidement de l'autre côté pour rejoindre la fillette, abandonnant complètement sa boîte à bento pour voir ce qu'elle a à dire. Comme il ne comprenait pas le langage des tout-petits, Suzuki décida de l'emmener au commissariat et espérait y retrouver sa mère. Il fait les arrangements et se prépare à l'emmener au commissariat. Mais la mère de la fille arrive alors et reprend sa fille pour la ramener à l'intérieur. Heureusement, la femme a eu assez de jugement pour ne pas considérer Suzuki comme un prédateur. Elle le remercie donc pour son aide et repart. Suzuki sourit à la merveilleuse mère et à sa fille, avant de retourner à son bureau pour terminer son travail. Au crépuscule, il finit enfin de déboguer ce jeu agaçant. Il lance le programme pour le tester et se connecte avec son identifiant pour évaluer les performances du jeu. À ce moment-là, un collègue curieux, qui est aussi la dernière personne à quitter le bureau, fait un signe d'au revoir à Suzuki et se plaint de sa femme être en colère contre lui parce qu'il n'est pas rentré à la maison pendant 3 jours d'affilée. Suzuki le considère chanceux d'avoir quelqu'un qui peut lui en vouloir de ne pas rentrer. Plutôt que de prendre le compliment et de partir, l'homme décide de toucher Suzuki là où ça fait mal en lui disant de se trouver une copine avant ses 40 ans. Suzuki encaisse la pique comme un champion perdant et continue à exécuter le programme. Il pense qu'avoir une copine est très irréaliste compte tenu du type de travail qu'il a en ce moment. Suzuki termine sa nuit sans dormir du tout, et le lendemain, il se lave le visage et continue à travailler. Il finit son programme très rapidement et décide d'envoyer juste un email pour qu'il puisse rentrer chez lui et profiter de sa soirée. À cet instant, un de ses collègues se plaint encore du bug de duplication d'objets dans le jeu Warworld et lui dit que c'est tout à fait différent du bug qu'il a dû corriger auparavant. Comme prévu, le gentil Suzuki accepte le travail et s'y met. Bientôt, son gros patron lui envoie un autre email en suppliant Suzuki de nettoyer un autre de ses désastres. Suzuki s'y met aussi et termine tout avant 3 heures du matin. Il envoie un autre rapport de bug et enfin envoie le mail lui annonçant qu'il a terminé son travail au boss final. Une fois cela fait et réglé, il s'allonge sur le sol de son bureau et s'endort.
Soudain, des lignes de code informatique apparaissent et Suzuki se réveille, dans ce qu'il pense être un rêve dans un pays très différent. Il se retrouve debout au sommet des montagnes avec un très grand crevasse en dessous de lui. Il sort son téléphone pour passer un appel mais ne capte aucun signal. Puis il s'examine et réalise qu'il a l'apparence de son lycée. Suzuki refuse d'accepter le fait qu'il ait été aspiré dans le jeu qu'il développait. Alors il convainc son lui perdant qu'il est en train de rêver. Soudain, une petite carte HUD apparaît devant sa vision, et de petits éléments de menu apparaissent également en bas de son champ de vision. Il contrôle l'interface par la pensée et réalise grâce à la carte qu'il se trouve dans la vallée du dragon et que son nom est aussi Satou dans cet espace. Il consulte les autres éléments de son menu et s'aperçoit qu'ils sont tous des objets de sa propre création. Il vérifie sa carte une fois de plus et parcourt la carte pour remarquer un énorme groupe d'ennemis approchant. Après une inspection plus approfondie, il découvre que ces ennemis s'appellent les hommes lézards, et qu'ils ne présagent rien de bon. Les hommes lézards sont arrivés à sa position et ont tiré plusieurs flèches sur lui. Par miracle, aucune des flèches ne semblait infliger de dégâts importants à Satou. Il a même essayé d'utiliser certaines de ses capacités, mais il ne peut pas encore les mettre en pratique. Craignant d'être brûlé, Satou se baisse pour se protéger et, par accident, active sa compétence pluie de météores dans son interface. Cette pluie de météores détruit à elle seule tous les lézardiens venus l'attaquer dans son territoire, sauvant ainsi énormément de points de vie à son utilisateur. Alors que la pluie détruit ces horribles lézards, l'XP de Satou augmente d'un centuple et passe d'un modeste niveau 1 à un impressionnant niveau 310. Cette action seule débloque également plusieurs compétences et actions qu'il pourra utiliser dans combat futur, et Satou n'en a même jamais entendu parler. Après l'attaque, Satou est accueilli par le dernier Lizardman survivant, qui était déjà assez blessé. Le Lizardman lui donne une épée pour se battre et parle dans une langue que Satou ne pouvait pas comprendre. Il prend l'épée et continue à se battre contre le Lizardman jusqu'à trouver un point faible, et lance son épée pour achever le Lizardman. Cela lui fait acquérir la compétence de lancer dans son inventaire, et Satou se met à se détendre et à comprendre ce nouveau monde qui l'entoure. Finalement, il décide de vérifier le bouton de déconnexion et de sauvegarde, mais malheureusement, le jeu ne lui permet pas du tout de se déconnecter. Satou vérifie ses autres statistiques et découvre qu'il a été monté au niveau 310. Il examine aussi la blessure qu'il a subie, plus tôt et réalise qu'elle est déjà guérie. Son esprit fait le lien et il découvre que tous ses niveaux de compétences ont déjà été maxés. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il vérifie les journaux de jeu et ne trouve rien d'important. Puis, il passe à la compétence pluie de météores qu'il vient d'utiliser pour détruire les hommes lézards, l'active et maximise l'intensité juste pour voir ce qui va se passer. Avant qu'il ne puisse réaliser son erreur, toute la crevasse dans laquelle il se trouvait a été détruite par la pluie de météores. Satou court aussi vite qu'il peut jusqu'au bord de l'espace et parvient à s'échapper en entrant dans une autre partie du jeu, évitant ainsi d'être réduit en miettes. Il désactive rapidement la compétence pluie de météores et invoque une bouteille d'eau avec de l'eau infinie dans son inventaire. Une fois cela fait, il vérifie son porte-monnaie et découvre qu'il est plutôt riche. De plus, il possède d'autres vêtements comme une robe et des bottes magiques qu'il pourrait porter jusqu'à la ville voisine. Il passe le reste de la nuit à vérifier ses possessions, l'inventaire des sorts magiques qu'il aurait pu manquer en chemin. Le lendemain matin, Satou arrive enfin au plus beau promontoire qu'il ait jamais vu. Content d'être enfin en vie, il explore tout le paysage et arrive finalement au fort des guerriers. Là, il fait une petite vérification et découvre qu'il y a actuellement une centaine de soldats, et que leur niveau moyenne est d'environ 7. Il vérifie ensuite et découvre qu'un viverne vole au-dessus de lui. Il saute pour aller voir et constate que la viverne veut du sang. Il chasse la viverne avec une pierre et réalise que la viverne se dirige vers l'armée qui garde le fort. Il a essayé de comprendre la langue des soldats qui gardaient la forteresse, mais il n'a pas réussi à déchiffrer ce qu'ils disaient. Alors, il utilise ses compétences en lecture sur les lèvres pour les comprendre, et découvre que les soldats se faisaient simplement signe entre eux pour se préparer à une attaque totale contre le Wyvern. Le chef arrogant qui mène l'escouade exhorte ses soldats à attaquer le Wyvern jusqu'à leur dernière respiration, et la guerre commence peu après. Satou regarde l'un des commandants de l'armée, une jolie fille nommée Xena, se faire projeter dans le ciel par le Wyvern, et il bondit pour attraper et sauver la jolie jeune demoiselle en détresse. Quelques instants après avoir sauvé la pauvre fille, elle se réveille et se retrouve entre les mains de Satou. Après avoir un peu regardé autour d'elle, elle se voit avec Satou suspendu à une branche d'arbre en descendant la falaise. Satou lui dit de ne pas s'inquiéter puis saute de nouveau sur la falaise. Une fois de retour, il pose doucement Xena au sol et écoute son débit de paroles rapide comme une adolescente qui rencontre pour la première fois un garçon charmant dans sa vie. Quand elle a fini de bavarder, Satou se présente et la met très mal à l'aise de lui parler. Apparemment, le loser Suzuki ne s'en sortait pas bien avec ses rhismatics dans ce monde non plus. Heureusement, Xena était jeune et n'avait pas encore vu le monde. Alors, elle se présente embarrassée en tant que Xena, une mage militaire avec le comte Sulu. Elle a 17 ans et n'a pas encore de petite amie, car elle a consacré ces 2 dernières années de sa vie au service de l'armée. Satou est gêné d'avoir même parlé avec elle au début, mais avant que la situation ne devienne trop embarrassante, ils sont interrompus par
Lilo, la grande soldate cougoire, et son assistante. Pour éviter une bagarre, Satou se présente comme un marchand itinérant, qui a perdu ses affaires dans l'attaque de Météore. Cependant, Lilo n'était pas du tout stupide, alors elle lui a demandé pourquoi il n'avait pas couru dans la direction opposée lorsqu'il a découvert l'attaque de la météorite. À ce moment-là, Satou invente un mensonge sur la mort de son grand-père et son voyage pour lui rendre visite à sa tombe. Il ment et ment jusqu'à ce qu'il acquiert la compétence du faux témoin et réussisse à tromper Lilo en lui faisant croire. Finalement, elle lui demande ses papiers d'identité. Et il ment en disant qu'il les a également perdus lors de l'attaque. Donc, Lilo l'a ramené en ville de Salut où il pouvait récupérer ses papiers. Satou pousse un soupir de soulagement et les suit. Sur le chemin du retour, il voit des gens découper un cadavre de wyvern et demande ce que c'est. Xena et Lilo lui disent que les wyverns se cachent dans certaines parties, qui ont une grande valeur économique pour la ville. Ils peuvent manger la chair à volonté, transformer les peaux en armure et vêtements, et faire aussi quelques autres choses avec les organes. Quant à la viande, Satou apprend du conducteur qu'elle a un goût plutôt mauvais et rude. Cependant, il mentionne que les esclaves la mangeraient quand même, peu importe le goût. Choqué par cette révélation, Satou vérifie les statistiques des esclaves dans son interface, pour découvrir qu'un étonnant 20% de la population de la ville était en réalité esclave. Avant qu'ils ne puissent se plaindre, ils arrivent tous en ville. Xena lui demande si elle prévoit de rester en ville pour de bon. Et Satou lui dit qu'il aimerait d'abord avoir une chambre à l'auberge. Lilo suggère qu'il aille à l'auberge de la Porte pour le meilleur service en ville, car c'est aussi proche de l'entrée principale. En arrivant en ville, Xena dit au revoir à Satou car elle doit être interrogée et le remercie encore une fois d'avoir sauvé son derrière. Satou lui dit de ne pas trop y penser, mais ensuite Xena le prend personnellement et jure de lui rendre l'appareil un jour. Satou suit Lilo jusqu'au bâtiment de l'immigration, fantaisiste en ville pour récupérer ses papiers. La personne en charge lui dit de poser ses mains sur le Pierre Yamato pour qu'il puisse obtenir une bonne lecture des statistiques de Satou. Satou pose sa main dessus et prononce son nom de jeu. Satou, avant de regarder la pierre afficher ses informations de statut. Pour éviter toute suspicion, la pierre lit d'abord les statistiques de Satou avant la mise à niveau qu'il avait faite plus tôt, et convainc l'homme que Satou est simplement un garçon ordinaire avec peu ou pas de pouvoir pour se protéger. Pendant qu'il rédige ses papiers, il se plaint des conséquences d'avoir fui son foyer à 15 ans, en tant que jeune homme. Une fois terminé, Satou convainc l'homme et obtient son visa d'entrée en ville, valable pendant 10 jours, après quoi il doit revenir et renouveler. Avant de partir, l'homme lui conseille de ne pas aller en ville avec un visa expiré ou sinon il pourrait se faire attraper par les soldats et devenir esclave. Après avoir reçu le mémo, Satou a remercié tout le monde pour elle aide et s'est dirigé vers l'auberge de la Porte qui était à proximité. Il déambule dans la ville vibrante avec un sourire quand soudain il sent sa main effleurer doucement la grosse poitrine d'une dame. Les garçons, il faut rester concentrés parce que, avant que notre garçon Satou ne réagisse à la douceur de la poitrine de la dame, elle l'emmène dans l'auberge de sa mère. En chemin, Satou fait une rapide vérification de ses antécédents, et réalise qu'elle a en réalité 13 ans. Finalement, la fille l'emmène à l'auberge de la Porte où elle le conduit voir sa mère, qui est la tenancière. Arrivée, Satou vérifie les antécédents de la mère et est déçue par sa taille, car elle paraît trop sexy pour être grosse. La fille parle à sa mère de leur nouveau client et lui demande ses bagages. Satou paye pour la chambre et demande des nouvelles pour leur nourriture. La mère lui dit qu'elle a déjà éteint la lumière dans la cuisine, mais il peut encore essayer quelques-unes des quiches aux pommes de terre qu'elle a faites plus tôt dans la journée, s'il peut les manger froides. Martha, la fille de 13 ans, reste avec le garçon beau dans la salle à manger jusqu'à ce que sa mère l'emmène nettoyer la chambre des marchands. Après son départ, Satou lui demande des nouvelles de certains marchands étranges et peureux dont elle parlait à l'époque, et la mère lui raconte l'histoire du seigneur démon qui est apparu sur leur terre à cette époque, mais a été vaincu par un héros il y a 70 ans. En entendant cela, Satou est très surpris et pousse un soupir de soulagement en se disant qu'il n'est pas venu dans ce monde quand le seigneur démon existait encore. La femme continue en lui faisant savoir qu'elle toujours en sécurité si le seigneur démon revient soudainement à la vie. Satou rit un peu et lui demande des nouvelles des dragons. La femme lui dit de ne pas s'inquiéter des dragons car ce sont surtout des dormeurs. Et qu'ils préfèrent dormir des années plutôt que de sortir attaquer les humains. Le dernier qu'ils ont trouvé est sorti il y a 2 ans et n'a rien fait de mal aux humains. Quant à celui d'avant, elle dit que le dragon a mangé tout leur bétail et rendu leurs champs inutilisables. Pour l'instant, la principale inquiétude de la ville est les wyverns qui ne semblent pas savoir quand arrêter d'attaquer la ville. À ce moment-là, quelqu'un arrive à l'auberge et presse le tenancier de venir le voir. Après son départ, Satou goûte les différents plats que la dame lui a servis et savoure chacun d'eux. Pendant qu'il mange, Martha arrive pour discuter de quelques sujets avec lui. Satou lui demande des informations sur la ville et où trouver des provisions ainsi que des vêtements neufs. Martha lui explique quelques endroits et Satou lui demande de l'y emmener. Quelques instants plus tard, Satou et Martha marchent dans les rues de la partie est de la ville quand, soudain, ils remarquent un marchand maltraitant des esclaves demi-humains simplement parce qu'il passait devant son étal. Satou intervient et protège les esclaves pour qu'ils ne soient plus harcelés. Il chasse le propriétaire de l'étal et aide les esclaves à se relever. Une fois cela réglé, Martha lui raconte les origines de la haine envers les demi-humains.
Apparemment, les demi-humains tuaient les fermiers et les marchands circulant sur leur route, donc chaque fois qu'ils étaient capturés comme esclaves, ils étaient toujours traités comme des déchets. Ensuite, Martha montre à Satu un étal avec des objets qu'elle voudrait acheter. Satu se comporte donc en parfait gentleman et lui prend tout ce qu'elle veut. Après leur virée shopping, ils retournent à l'auberge et Satu aperçoit quelqu'un de bizarre, emmené dans une caravane remplie de demi-humains. Satu les ignore et retourne à l'auberge où il trouve la petite Yuni qui vient de l'aider à débarrasser la salle. Il lui donne un pourboire et se rend dans sa chambre après avoir découvert où se trouve la salle de bain. Au dîner, Satu prend un hydromel dilué et un steak de sanglier. Avec une soupe de légumes et quelques accompagnements, tous recommandés par moi-même. Martha, il goûte un peu de la soupe de légumes avant de manger le steak. Contrairement à ce que l'on croit souvent, il a trouvé tout cela très délicieux et a fini par tout manger dans son assiette. Une fois terminé, il reprend une portion et finit par manger beaucoup trop pour une seule soirée. Finalement, il va se coucher mais avant ça, il pense. À propos de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il réalise il ne correspond à aucun jeu auquel il a joué dans sa vie. C'est alors qu'il commence à envisager la possibilité qu'il ne soit pas dans un rêve. Peut-être que ce nouveau monde imaginaire est réel. Il se lève et examine tous les concepts du jeu, sans en trouver un seul utile. Finalement, il monte sur le toit et voit toute la ville depuis les toits. Avant de décider d'abandonner son ancien monde et de profiter du nouveau dans lequel il vit. Le lendemain matin, Martha se lève pour appeler Satu afin qu'il vienne divertir sa petite amie, Zena, qui était là pour le voir. Satu s'habille et découvre que Zena est venue pour lui faire visiter la ville. En guise de remboursement pour la dette qu'elle ressent envers lui après qu'il l'ait sauvée. Heureusement, le gentleman Satu remarque combien Zena s'efforce de le séduire et accepte la promenade sur un coup de tête. Zena emmène Satu aux étals de la ville et commence par lui acheter des douceurs appelées Saryu. Satu paye les friandises, ce qui rend Zena très triste car elle voulait aussi payer l'addition. Cependant, Satu lui dit de ne pas trop s'inquiéter, et de simplement profiter du temps qu'ils passent ensemble. Satu croque dans son dessert Saryu et le savoure avec voracité. Une fois qu'ils ont fini, ils se dirigent vers d'autres friandises, comme des brioches au miel et des ailes de chauve-souris frites trempées dans du miso noir. Quelques instants après avoir pris la chauve-souris frite au miso noir, un petit se précipite vers Zena et tache son chemisier blanc avec du miso noir. Zena est très bouleversée car elle a emprunté le chemisier à sa mère et ne sait pas ce qu'elle va faire en attendant. Satu pense à quelques endroits où il pourrait faire partir la tâche. À ce moment-là, Jamana, un mage de niveau 5 doté de connaissances en magie quotidienne, apparaît et propose de les aider à enlever la tache de leurs vêtements. Satu s'oppose plusieurs fois, mais finalement, ils acceptent qu'elle l'aide. Alors, Satu les conduit dans une ruelle et Jamana lave Zena pour qu'elle soit complètement propre. Après avoir enlevé la tache, le duo continue leur rendez-vous et Satu devient suffisamment curieux pour lui demander comment elle chante ses sorts. Zena essaie de prononcer le chant, qui s'avère être un véritable désastre. Satu rit timidement et lui demande de lui dire quand elle a commencé à apprendre la magie. Zena lui dit qu'elle étudie la magie depuis 3 ans et qu'elle peut depuis longtemps faire des choses incroyables avec, bien qu'elle admette vouloir un jour utiliser la magie pour voler. Elle lui demande ensuite pourquoi Satu veut apprendre la magie, et Satu répond, avec la raison la plus drôle pour laquelle il aimerait apprendre la magie. Sa réponse fit rire Zena et la rendit plus à l'aise avec lui. Satu sauve la situation en lui faisant savoir que lui veut sortir avec elle dans le ciel très bientôt. Cela rendit Zena encore plus impatiente d'apprendre à voler, et elle lui dit de compter sur elle pour ça. Ensuite, ils se dirigent vers d'autres étals dans la rue pour acheter une pommade pour la mère de Martha, puis ils vont vérifier le point le plus élevé sur les murs de la capitale. De là, Satu vit un moulin à vent et lui demanda à son sujet. Zena lui explique que le moulin à vent sert normalement de moulin, mais si un viverne. Lorsque la ville est attaquée, elle peut rapidement être transformée en batterie. Satu s'intéresse immédiatement à aller voir cela et, après cela, ils se rendent également au temple de Paléon. Une fois arrivé, Zena présente à Satu l'épée du héros légendaire, lui parlant des caractéristiques spéciales de l'épée lorsqu'un porteur digne la manie. La princesse Orna, qui est religieuse à l'église, apparaît pour dire bonjour et leur donner plus d'informations sur les faits entourant l'épée. Zena présente Orna comme la fille du comte, avant qu'elle ne soit choisie pour servir au temple. Orna sourit et complimente le goût de Zena en matière d'homme, ce qui envoie Zena dans une spirale d'embarras face à ce que sa sœur dans le Seigneur lui a dit. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'appelle pour qu'elle aille vérifier sur Boral, l'un de ses patients là-bas, et Orna s'en va. Peu après, Zena et son intérêt amoureux se dirigent vers une autre partie de la ville. Tandis que Satu regarde Zena discuter avec l'homme là-bas, il vérifie son inventaire, pour voir quel nom il a été appelé pendant qu'il jouait. En vérifiant tous les titres qu'il a acquis. Dans l'ensemble, il réalise que Hero n'en fait pas partie. À quoi pensait-il? Quoi qu'il en soit, Zena et Satu poursuivent leur visite de la ville, et Zena s'assure d'expliquer autant de choses que possible, juste pour que Satu puisse comprendre l'histoire de leur grande cité. Au cours de sa discussion, Zena mentionne quelque chose à propos du seigneur démon qui a attaqué la ville il y a environ 66 ans, pour finalement être vaincu. Satu devient curieux et lui pose quelques questions sur les seigneurs démons capables de contrôler les démons.
Zena lui explique que certains seigneurs démons ont la capacité de contrôler les démons, et ce sont les plus dangereux qui existent. Alors qu'ils quittent la ville, ils entendent soudain une émeute quelque part près d'eux, ils s'arrêtent pour voir ce qui se passe. Après un examen attentif, Satu et Zena réalisent que le grand prêtre du temple Zekwon a rassemblé un groupe de personnes de son district pour tenir des propos méprisants. À propos des demi-humains esclaves que leur maître esclave leur avait amenés ce matin-là. Après avoir attisé la violence dans le cœur des gens, le prêtre vend des pierres ordinaires, déguisées en pierres divines, pour que les gens puissent lapider les demi-humains à mort. Les gens stupides dépensent volontiers leur argent pour payer ce prêtre inutile pour son escroquerie, juste pour pouvoir déchaîner leur colère sur les demi-humains qui ne leur ont rien fait personnellement. À ce moment-là, Zena n'en pouvait plus et se précipita devant les demi-humains pour leur ordonner d'arrêter leurs actes odieux. Satu intervient aussi pour aider sa compagne et découvre que le prêtre gros n'est pas leur maître. Il consulte sa carte pour trouver le véritable maître et aperçoit l'idiot quelque part près du lieu, souriant de l'arnaque qu'il a montée pour les naïfs de la capitale. Satu effectue une autre recherche pour localiser les autres rats des égouts dans la ville et parvient à tous les trouver. Pendant ce temps, le prêtre gros ordonne aux gens de lapider à la fois Zena et les demi-humains que les autres tentaient de tuer à coups de pierre. Satu agit dans leur dos et met KO un par un les fauteurs de troubles de la communauté. À cet instant, un prêtre du temple Galari rejoint Zena et la soutient à sa place. Satu atteint enfin le maître esclave inutile et le met KO. Puis, il le place devant les gens et dénonce l'arnaque que l'homme nommé Urs et le prêtre ont tenté de commettre. Les yeux des gens s'éclaircissent et ils dirigent leur colère vers les bonnes personnes. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là, car Urs révèle le démon qui vit en lui, le libère et le laisse attaquer les gens. Zena demande à Satu d'emmener les demi-humains en sécurité pendant qu'elle appelle des renforts, et Satu se met à le faire. Satu demande aux demi-humains de se lever et de le suivre vers la sécurité. Cependant, les esclaves ne voulaient pas défier leur commandant car ils craignaient qu'il ne serre davantage leur collier et ne les étrangle jusqu'à la mort. Satu fait une vérification rapide et découvre qu'ils n'ont plus de maître. Il relie cela à la possibilité que leur maître Urs soit mort, puis casse les chaînes pour les libérer. Le démon se libère enfin du corps d'Urs et crée un puissant sortilège de téléportation au sol qui aspire Satu, les demi-humains, Zena et tout son soutien dans un labyrinthe à plusieurs couches. Satu se réveille peu après et écoute la voix grinçante et terrible du démon de l'œil, qui les a piégés dans le labyrinthe, leur ordonnant de tuer les uns les autres et de se battre pour avoir une chance d'atteindre la sortie. Il comprend l'objectif en jeu et décide de convaincre d'abord les demi-humains de son côté. Il se présente comme Satu et réalise qu'ils étaient nommés chiens, chats et lézards. Satu ne peut clairement pas continuer à les appeler par des noms aussi irritants. Alors il décide de changer leurs noms en Pochi, Tama et Lisa. Les demi-humains semblent d'accord avec les noms, donc, il leur donne de nouveaux vêtements et des médicaments pour se rafraîchir. Les demi-humains ont essayé de refuser l'aide que Satu leur offrait, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils gaspillent des ressources pour eux. Cependant, Satu leur ordonne de porter leurs vêtements, ce qu'ils finissent par faire. Peu de temps après, Satu leur offre des friandises très délicieuses, cuites, au miel avec un peu d'eau avant de passer à la tâche principale. Pendant qu'il mange, il fait un rapide tour du labyrinthe pour se rendre compte de son étendue. Il localise Xena et ses soldats et fait un geste comme s'il allait les quitter derrière, mais les esclaves se précipitent et le supplient de les emmener avec lui pour ne pas être laissés derrière. Satu leur fait savoir qu'il ne les abandonnera jamais derrière, mais qu'il voulait juste vérifier le passage. Avant de partir, il vérifie leurs statistiques et réalise que Lisa a de l'expérience au combat. Il lui donne une épée et fait des plans avec eux avant de continuer. Après avoir avancé de quelques mètres, Pochi sent le sang et informe son maître à l'avance. En arrivant à la source de l'odeur, Satu trouve un monstre insecte géant en train de manger un humain qu'il avait tué auparavant. Il est très confus sur ce qu'il doit faire, mais ensuite Lisa lui conseille soit de fuir tout de suite, soit de tirer sur l'insecte dans le derrière pendant qu'il ne regarde pas. Satu les remercie pour leur aide et attaque l'insecte par derrière. Quand l'insecte se retourne, il lui tire dessus jusqu'à ce qu'il cesse de bouger et sauve la situation. Les filles lui demandent pour l'arme qu'il a utilisée sur le monstre, mais il leur ment et leur dit de ne le dire à personne. Ensuite, ils se mettent à récolter les parties importantes de l'insecte. Lisa récolte le noyau du monstre et obtient une nouvelle lance. Satu leur enlève leur collier et continue son exploration avec eux. Quelques minutes plus tard, Satu désigne Tama comme responsable de collecter de grosses pierres qui ressemblent à des noyaux. Tama accepte son nouveau travail et repère un gros larve devant eux. Satu se précipite rapidement pour attaquer la larve. Bientôt, quelques autres larves apparaissent et elles travaillent ensemble pour les éliminer avant de récolter leurs noyaux. Ensuite, Satu continue avec Pochi et lui dit de jeter des pierres aux dernières larves pour les réveiller et les distraire, afin qu'ils puissent les neutraliser facilement. Leur plan fonctionne, mais seulement à court terme, mais, ensuite, l'une des larves se tourne vers Pochi pour l'attaquer. Pochi a très peur, court en criant et paniquant. Satu la retient et la supplie de ne pas s'enfuir comme ça encore, sinon elle risquerait de se faire tuer.
Heureusement, Pochi a compris et est devenue obéissante à sa nouvelle maîtresse. Ils ont continué leur campagne, éliminant autant de monstres qu'ils pouvaient, ce qui a un peu augmenté leur niveau. Après avoir récupéré les noyaux de tous les monstres qu'ils avaient vaincus, Lisa et les 2 autres enfants se sont fatigués. Satou leur offre de la viande séchée et leur permet de manger puis de dormir. Une fois endormis, Satou veille sur eux et reprend sa route avec eux dès leur réveil. Après plusieurs heures à tuer et à s'occuper de ces monstres agaçants, Lisa demande à son nouveau maître s'il peut allumer un feu pour cuire une partie de la viande de grenouille qu'ils viennent de tuer. Satou pose quelques questions pour s'assurer qu'il peut faire ce qu'il faut. Mais Lisa lui assure que ça ne peut pas le rendre malade de manger la viande. Surtout lorsqu'elle est cuite, donc il peut y aller. Quand Satou leur donne le feu vert, Lisa prépare un délicieux kebab de viande de grenouille. Satou le goûte et réalise que ça sent et ça a le goût du poulet. Après avoir mangé, il laisse les filles se doucher et se reposer avant de continuer à avancer. Lorsqu'ils se réveillent, ils continuent leur mouvement et finissent par être bloqués devant par une limace. Satou tente une attaque au feu contre le mucus, mais ne parvient pas à lui infliger de dégâts. Lisa s'avance et détruit la limace en brisant son noyau en morceaux. Puis, Pochi repère un motif très étrange, presque invisible, sur le mur, devant elle, et le signale à son maître. Satou examine la structure du mur et réalise que c'est une porte secrète menant à une autre partie du labyrinthe. Bientôt, un loup mort-vivant attaque et immobilise Satou. Heureusement, grâce à la compétence de piège qu'il a acquise il y a quelques instants, il donne un coup de pied au loup, dans une trappe certaine et le loup tombe dans l'abîme en dessous. Une fois cela réglé, il continue à avancer dans le labyrinthe et s'arrête quand il trouve un cocon de toile caché dans une pièce. Encore une fois, Satou analyse la toile et découvre qu'il y a des personnes prises au piège à l'intérieur. Il ordonne rapidement à ses filles de commencer à ouvrir le cocon pour pouvoir toutes les libérer. La première personne qu'il sauve prétend être Jean Belton d'une famille noble et promet de les récompenser une fois qu'ils seront sortis du labyrinthe. La deuxième personne est Nidoran, un marchand d'esclaves. Et la dernière personne est le stupide roturier qui a maltraité Pochi la dernière fois. Satou et Martha ont visité la partie de la ville. Il reconnaît à quel point il avait été froid envers le demi-humain à l'époque, et même maintenant. Il ne veut toujours pas que Pochi le sauve du tout. Il ordonne même à Pochi de lui donner son arme pour qu'il puisse se libérer et sortir facilement du cocon. Heureusement, Satou se fiche complètement de ce qui lui arrive. Alors il appelle ses filles et les presse de se dépêcher. Après avoir marché encore quelques mètres, il tombe sur un champ de bataille où des dizaines de soldats combattent des monstres slime. Satou passe à l'action et donne des instructions à ses filles, avec l'une d'elles attirant les slimes pendant que les autres brisent leur noyau. Après s'être immergé dans la bataille, le paysan stupide devient trop sûr de lui et essaie de terrasser un monstre slime tout seul, seulement, pour finir poursuivi, la queue entre les jambes. N'ayant plus rien à faire, le paysan est sauvé par les mêmes demi-humains qu'il déteste tant. Sa fierté est brisée, et l'idiot manque de mots. Quant à Satou, il sauve Xena d'une capture par un monstre slime qui veut la dévorer. Lorsqu'elle retrouve son amoureux, Xena serre Satou dans ses bras et remercie les étoiles qu'il aille bien. Satou explique la bonne façon de tuer un slime et finit par dire à Xena qu'il a appris cela d'une demi-humaine. Xena devient un peu jalouse, mais elle le balaye d'un geste, et continue de s'accrocher à son prétendu petit ami. Une fois cela fait, Tama repère un autre mur caché, et en informe son maître. Satou regarde à travers le mur et analyse à nouveau la structure du labyrinthe. Cette fois, il est interrompu par une bande de soldats qui ont trouvé un coffre au trésor. En l'ouvrant, le monstre borgne qui les avait piégés dans le labyrinthe surgit et défie tout le monde à le combattre seul. Presque immédiatement, tout le monde se prépare à se défendre contre le gros monstre. Cependant, ce cyclope agaçant avait un plan sinistre. Il utilise son œil maléfique de magie d'attraction pour faire halluciner tous dans la pièce sauf Satou, leur faisant voir leurs désirs. Satou remarque cette tricherie et assomme ses filles en première avant qu'elles ne fassent quelque chose d'imprudent. Alors que les autres soldats s'affrontent, Jean Belton décide d'utiliser quelques sorts de feu contre le démon. Malheureusement pour lui, le démon semblait apprécier le feu assez facilement. À ce moment-là, Satou décide de sauter dans le combat. Cependant, une autre créature horrifiante le tire dans une trappe, mais il se libère. Face au monstre, Satou invoque l'épée sacrée de son arsenal d'armes et détruit l'animal en un seul coup. Après cela, il se déguise en héros, portant une cape, et remonte pour affronter le démon. Il trouve les autres lançant tous leurs sorts d'attaque, et les rejoint pour leur jeter des pierres. Le démon réalise qu'il perd lentement le combat, alors il décide d'utiliser sa dernière arme. Il fait appel à son maître avant que Satou ne le finisse et se laisse manger par le maître, un démon de haut niveau avec plein d'avantages. Alors que tout le monde fuit le monstre mortel, Satou reste pour combattre le sale type qui se prétend le plus fort. Incapable d'utiliser correctement l'épée, Satou peine à éliminer le maître au premier round du combat. Il essaie d'augmenter ses stats pour pouvoir utiliser l'épée, mais rien ne marche. À ce moment-là, il se rappelle de quelque chose que Xena lui avait dit et décide d'essayer une autre approche pour son attaque. Il utilise un tir de feu sur le démon avec la lance, mais ça ne fonctionne pas. Satou commence à s'inquiéter un peu sur ce qu'il doit faire en parcourant
sa liste de titres pour vérifier quels autres titres il pourrait utiliser pour vaincre le démon. Finalement, il utilise le titre « Tueur de Dieu » pour terrasser le démon avec son épée. Cela met fin à la bataille contre les démons et bientôt, Satou et les autres sont renvoyés à la surface où ils rencontrent leur nouveau bienfaiteur. Satou adopte informellement ses 3 nouveaux serviteurs et leur dit de le rejoindre pour sa prochaine réunion. Le stupide paysan de tout à l'heure vient assez. Sans et s'excuse enfin de sa stupidité. Ensuite, Satou emmène ses serviteurs à la tente de Nidoran pour recevoir sa récompense. Nidoran officialise l'adoption de Lisa, Pochi et Tama par Satou, et ajoute aussi 2 autres esclaves à son groupe. L'une d'elles est la timide et mignonne Lulu, et l'autre est l'étrangement impertinente Arisa que Satou n'a pas pu comprendre. Pour confirmer ses soupçons, Satou essaie de les tester. Il leur parle en japonais et leur dit qu'elles ont toutes 2 des araignées sur le dos. Alors que Lulu ne comprenait pas la langue, Arisa a réagi comme si elle comprenait ce que Satou lui disait. Satou commence à soupçonner qu'elle est peut-être comme lui, qui a été transférée là-bas, où elle est autre chose qu'il ne connaît pas encore. Sur le chemin du retour, ils discutent tous de ce qui se passe, et les nouvelles filles se présentent. Arisa se présente comme Arisa, une esclave de service de 11 ans, née dans le royaume perdu de Kuvork. Quant à Lulu, elle se présente comme une fille de 14 ans du royaume de Kuvork également, et bien qu'elle soit faible et chétive, elle prétend être très forte et utilisable partout où elle est placée. Satou la accueille dans sa petite bande et donne la parole à Lisa, Pochi et Tama pour qu'elle se présente. Une fois cela réglé, Arisa s'approche des petits demi-kids mignons et leur caresse la tête. À en juger par son expression, elle semblait à l'aise avec les enfants, et cela convient parfaitement à Satou. Après toutes les présentations nécessaires, ils se dirigent tous vers la ville. Sur le chemin du retour, le ventre de Lulu émet des bruits de grondement, leur signalant qu'il est temps de manger. Satou demande aux filles ce qu'elles souhaitent manger et elles répondent toutes viande. Lisa, quant à elle, dit qu'elle veut de la volaille car c'est une de ses envies. Satou devient curieux et leur demande quand remonte la dernière fois où elles ont bien mangé. Les esclaves expliquent à quel point c'était difficile pour eux de manger, quand ils étaient sous la coupe de leur méchant maître. Satou se sent très désolé pour eux et décide de leur offrir un festin. Il les emmène au pub du coin et leur sert tous leurs plats préférés. Pochi et Tama mangent voracement leur nourriture et finissent par se brûler la bouche. Quant à Satou, il se sert une soupe d'abats de mouton mijotée enrichie de légumes, qu'ils savourent dans leur croquant. Peu après, le propriétaire du restaurant leur apporte des intestins grillés accompagnés de foie et de cœur. Tous ensemble, ils mangent bien et apprécient leur repas. Satou, lui, remarque que ses filles portent des haillons et décide de leur acheter de nouveaux vêtements. Il s'excuse pour sortir seul faire des courses, laissant les filles finir leur repas avant de le rejoindre. Dehors, Satou repère un stand cuisinant du poulet et en achète pour Lisa. Sur le chemin du retour, il trouve des demi-humains errants et leur sert à manger. Ensuite, il achète de nouveaux vêtements à ses filles pour leur donner un nouveau look. Avant la nuit, il revient à l'auberge avec ses nouvelles compagnes et demande à la tenancière si elle peut leur réserver de nouvelles chambres. Malheureusement, l'aubergiste lui dit qu'il n'y a pas de chambre disponible, l'auberge étant pleine. Satou décide de dormir ou de camper dehors pendant que ses filles font le meilleur sommeil de leur vie. Ensuite, il vérifie l'ambiance autour de l'auberge et découvre que les gens qui dînent là-bas n'aiment pas les demi-humains qu'il a amenés à l'auberge. Arisa remarque cela aussi et décide d'agir. Elle presse son maître de rester calme pendant qu'elle remet un peu de bon sens à ces gens. Elle brouille leur esprit avec ses pouvoirs psychiques et les fait se sentir à l'aise en leur demandant poliment d'arrêter de les regarder, comme une bande d'épouvantails ridicules. Après avoir fini de leur apprendre un peu de bon sens, elle demande au l'aubergiste s'il y a une écurie à proximité qu'ils pourraient utiliser. L'aubergiste leur dit qu'il n'y a pas de chevaux à proximité qu'ils peuvent utiliser pour l'instant. Après avoir rencontré l'aubergiste, Satou se dirige vers les écuries et prépare un bon lit pour que Lisa et les autres puissent dormir. Avant de rejoindre sa chambre, il leur conseille d'essayer de ne pas tuer les fauteurs de troubles qui pourraient venir les attaquer. Les filles ont bien compris et promettent d'être sages avec leur maître. De retour dans sa chambre, Satou se prépare à se coucher et enlève ses vêtements. Surprenamment, Lulu choisit de l'aider à se déshabiller, seulement pour. Il se rend compte qu'il n'est pas à l'aise avec le fait qu'elle fasse ça pour lui. Satou continue de se déshabiller et se retourne pour voir Arisa et Lulu complètement déshabillés et prêtes à le servir. Il leur dit humblement qu'il n'est pas intéressé par leur service et leur dit d'aller dormir. Alors qu'Arisa, la malicieuse, était assez surprise. Lulu a seulement pleuré et a été câlinée pour s'endormir. Satou s'endort un moment plus tard et se réveille peu après pour trouver Arisa directement sur lui. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle dépose un doux baiser sur sa bouche et utilise son magie psychique pour le forcer à désirer son corps. Satou faillit succomber alors que ses mains se dirigent vers sa poitrine en forme de cerise. Heureusement, notre garçon reprend ses esprits et réalise qu'il n'est pas un lolicon. Il serre donc Arisa dans ses bras et lui interdit d'utiliser la magie sur lui à nouveau. Il lui fait savoir qu'il connaît le coup qu'elle a tenté plus tôt et qu'elle ne devrait pas utiliser ce genre de magie sur lui du tout. À ce moment, Arisa était prête à dire ses 4 vérités à son maître.
Satou lui demande de lui révéler ses véritables intentions à son égard, et elle dit qu'elle est tombée amoureuse de lui dès la première fois qu'elle l'a rencontré. Surpris, Satou s'apprêtait à dire quelque chose, mais la fille de 11 ans, elle l'a arrêté avec ses railleries, lui demandant pourquoi il n'aimait pas son corps mince. Eh bien, elle a 11 ans, donc je sais à quel point les choses pourraient devenir mauvaises pour Satou si c'était en Occident. Oh, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continue à délirer sur la beauté de Satou et lui fait savoir que c'est son devoir en tant qu'esclave de Satou de l'inciter à faire la chose avec elle. Au début, elle attendait qu'il vienne la chercher dans son lit, mais encore une fois, Satou n'a jamais fait le premier pas et elle a décidé d'essayer sa chance. Avec cela, Satou analyse ses compétences et réalise qu'elle n'est pas un PNJ naturel dans ce jeu. Peut-être qu'elle était comme lui, eh bien, sa curiosité est satisfaite dès qu'Arisa se présente à lui. Elle est une femme japonaise appelée Tachibana Arisa et elle vivait une vie solitaire et déprimante dans leur ancien monde, mais elle a été réincarnée dans ce nouveau monde avec ses vieux souvenirs pour continuer à vivre une vie aventureuse. Après cela, elle lui demande s'il est aussi réincarné, et lui dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Arisa passe à expliquer les détails très complexes sur les deux types d'invocations qui peuvent se produire dans le jeu. La première consiste à perdre sa vie dans l'ancien monde et naître dans ce nouveau. Quant au second, il consiste à être transféré de l'ancien monde vers le nouveau, comme ça. Elle prend l'exemple de Lulu, dont le grand-père est né au Japon et y a été réincarné sous sa forme. Une fois qu'il a fini d'entendre tout ce qu'elle avait à dire, Satou décide qu'il a bien été transféré là-bas. Cependant, sa transformation semble étrange car il n'y avait pas de cercle magique au moment du transfert. Satou se tait une fraction de seconde pour réfléchir à ce qu'il va dire à Arisa. Quand il est prêt, il demande à Arisa de lui raconter comment elle est devenue esclave. Arisa commence à lui raconter une histoire jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Très tôt le lendemain matin, Martha amène Xena dans sa chambre pour le vérifier, et pour lui faire voir les filles nues qui dorment près de lui. Xena fait de son mieux pour être très respectueuse envers tout le monde là-bas, mais elle craque quand elle découvre qu'Arisa a dormi près de son béguin. Le cœur brisé, elle insulte Satou et court dehors, les larmes aux yeux. Satou, qui ne comprenait pas ce qui se passait, réalise soudain qu'il a brisé le cœur de son amie devenue petite amie. Il s'habille vite et descend pour caresser celle qu'il aimait. La rassurer que rien ne s'est passé entre lui et le petit salaud de 11 ans qui voulait détruire sa vie. Xena lui pose quelques questions et il lui dit qu'il n'aime pas les petits lolicons. Ensuite, il décide de lui offrir un joli châle et elle accepte volontiers. Plus tard, ils rentrent tous sains et saufs et trouvent Arisa dehors. Satou lui donne une claque sur la tête et lui dit d'aller chercher les autres avant qu'il ne soit trop tard. Arisa se précipite à l'intérieur pour aller chercher les autres. Peu après son départ, Satou se souvient de l'histoire qu'elle lui a racontée sur comment elle est devenue esclave. Quelques instants après sa réincarnation, Arisa a utilisé son connaissance du monde précédent pour faire un peu de richesse. Et pendant un temps, elle a réussi et est même devenue princesse. Malheureusement, les choses ont soudainement commencé à changer. Pour le pire et Arisa a commencé à perdre ses richesses. Avant qu'elle ne puisse agir, la personne réussit. Et le pays voisin prend le contrôle de leurs terres. Après avoir vu le roi et le prince être exécutés, elle fut réduite en esclavage et dut rester esclave jusqu'à ce qu'un démon les attaque et détruise le château où ils séjournaient. Quand sa villa fut incendiée, elle et Lulu, ils ont couru pour leur vie et ont été attrapés par Nidoran. Satou reprend ses esprits et constate que ses filles sont présentes et attendent ses ordres. Il leur donne de l'argent pour acheter des vêtements et des fournitures pendant qu'il fait ses propres affaires. Arisa obtient la permission d'utiliser la magie et part avec ses collègues. Peu après le départ des filles, Xena demande à Satou s'il y a quelque chose qu'il voudrait faire en attendant, maintenant qu'il est seul. Satou lui dit qu'il va voir certains de ces gars qui font des petits boulots pour voir s'ils peuvent l'aider à trouver un endroit où Lisa et les autres peuvent dormir parce qu'ils ne peuvent pas dormir dans les écuries pour toujours. Xena demande si elle peut venir avec lui et Satou lui dit qu'elle est libre tant qu'elle veut passer la journée entière avec lui. Xena lui sourit chaleureusement et décide de l'accompagner. En arrivant à la maison des petits boulots, ils rencontrent tous les deux Nadi, la gouvernante qui se trouve aussi être au niveau 9. Elle se présente et leur demande ce qu'ils veulent lui demander. Après avoir écouté ce que Satou avait à dire, elle les conduit à leur place et leur montre quelques endroits disponibles à Weston. Elle les met en garde contre le taux de criminalité horrible là-bas et leur dit de ne pas s'attendre à ce que l'endroit soit très cher. Elle lui demande alors quel est son budget, et il lui dit que il prévoit de ne pas dépenser plus de 2 pièces d'argent pour l'endroit. Nadi devient très heureuse et lui montre les différentes options disponibles pour un tel budget. Après avoir vérifié pendant un moment, elle en choisit une qui convient le mieux au type d'endroit recherché par Satou. Elle l'emmène là-bas et lui explique le seul inconvénient de la maison, c'est le fait que le précédent propriétaire ait été assassiné par des chefs de la pègre. Inquiet pour la sécurité de ses gens, il continue de vérifier les autres options. Malheureusement, aucune ne correspondait à ses goûts. Après avoir passé des heures à chercher des maisons, Satou haine comme s'ils décidaient tous de revenir plus tard dans la journée. Après cela, Satou demande à Zina où elle aimerait aller en attendant. Zina est confuse, mais cette fois, Nadi leur conseille d'aller dans un marché aux puces populaire qui vient juste d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est leur journée spéciale de solde et ce serait la meilleure occasion pour un rendez-vous entre deux amoureux. Zina l'accompagne joyeusement et s'amuse en chemin.
Arrivé au marché animé, Satu trouve Arisa, Lisa, Pochi et Tama. Ils s'amusent tous énormément. Il remarque le changement de couleur des cheveux d'Arisa et lui demande. Arisa lui dit qu'elle a dû changer de couleur de cheveux. Quand elle a découvert que les cheveux violets sont de mauvais augure, elle demande ensuite à son maître s'il peut l'aider à obtenir des cartes avec de petits dessins sur le devant, accompagnés de quelques personnages éducatifs au dos. Après avoir obtenu les cartes, Arisa demande à son maître S. Il prévoit d'aller sur la scène extérieure pour la pièce. Satu lui dit qu'il prévoit d'y aller, puis se met à acheter les billets pour la pièce. Ensuite, Satu emmène sa petite amie dans une bijouterie pour acheter des boucles d'oreilles, et Arisa ne cesse de les embêter. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la pièce et la regardent du début à la fin. Pendant qu'ils regardent la pièce, Pochi et Tama s'ennuient de la pièce et ils demandent à leur maître un peu de viande. Satu les ignore et continue de raconter elle. Histoire ennuyeuse qui se jouait devant lui. Même quand Satu pense qu'il est à la fin de la pièce, celle-ci continue avec un assassin menaçant le noble et le chevalier sacré venant le tuer. Heureusement, la pièce se termine abruptement et Satu quitte le théâtre au plus vite. En sortant, il repère un pain aux légumes Gabo et l'analyse un peu. Juste à ce moment-là, une dame passe près de lui et laisse tomber son mouchoir. Satu remarque cela, le ramasse pour elle et le lui remet. La dame remercie Satu pour son aide, mais elle le reconnaît ensuite, comme le gentleman qui était assis derrière elle dans la pièce. Plutôt que de partir et de continuer sa route, elle ne cesse de parler du résumé de la pièce terrible qui n'a pas respecté le script. Satu l'écoute parler du scénario et comprend enfin pourquoi ils ont dû improviser sur scène. Bref, ce n'est pas son problème puisque la pièce est finie. Cependant, les filles viennent et Arisa commence à se disputer avec Zeina sur qui doit mourir et qui doit survivre. En fin de compte, toutes les deux deviennent sérieuses. Une autre avec Arisa essayant de révéler le secret de Zeina. Elle lui demande pourquoi elle a rejoint l'armée en premier lieu et insinue que Zeina cherchait à échapper à un mariage dans une autre famille noble. Être dans l'armée lui garantirait 5 ans de service sans amour ni relation en dehors. Arisa trouvait qu'il était mal de penser de manière aussi égoïste au lieu de tout sacrifier pour l'être aimé. Pour couronner le tout, elle dit à Zeina d'arrêter d'être une gentille petite fille sinon, elle se fera voler l'amour de sa vie. Cela touche profondément Zeina qui exprime son choc face à ces paroles. Satu intervient à ce moment-là et gronde Arisa pour son impolitesse. Il la force à s'excuser tout en comprenant son point de vue. Quand il a fini, il les invite tous à aller manger des brochettes de viande, et ils acceptent tous. Après le départ des filles, Zeina commence à développer une peur que Satu lui soit enlevé. Elle choisit cependant de se taire et de continuer ce qu'elle fait. Sur le chemin du retour, elle croise Lilio et quelques autres collègues revenant d'un combat. Elle leur demande quel était le problème et ils lui expliquent tous à propos de leur combat contre les fourmis-crocs qui les ont chassés. Apparemment, les fourmis-crocs sont un gang que Lilio et les autres cherchent à capturer depuis longtemps. Zeina les soigne avec sa magie curative et demande à soigner les autres. Satu lui donne le feu vert mais avant qu'elle ne parte, Pochi, Tama et les autres arrivent à leur position avec la carcasse d'une énorme mouche domestique géante. Satu fait son analyse habituelle et se rend compte que de nombreuses mouches domestiques se dirigent vers eux. Il donne rapidement des instructions à son équipe pour se préparer à l'arrivée des monstres mouches mais malheureusement, ils n'ont pas assez de temps pour se préparer. Bientôt, les fourmis arrivèrent et commencèrent à approcher de la ville. Heureusement, la ville disposait déjà de mesures de sécurité, mises en place en cas de situation comme celle-ci. Ils dressèrent tous une barrière protectrice autour des murs de la ville, et cela empêche environ 80% des monstres fourmis volants d'entrer dans la ville. Quant aux 20% restants, Satu et son équipe devaient s'en occuper. Il dit donc à son équipe quoi faire puis les répartit selon leurs compétences. Bientôt, même les soldats sont là pour les aider à tenir les fourmis importunes à distance. Chacun joue son rôle et prend plaisir à trancher et découper les fourmis invasives en petits morceaux à croquer. Pendant son combat contre les fourmis, Satu remarque que certaines sont à l'intérieur du bâtiment de Nadi. Il se précipite rapidement vers elle et combat l'une d'elles, sur la trappe dans l'installation de Nadi. Puis, il regarde dans la trappe et demande à Nadi si elle va bien. Heureusement, elle va très bien, mais encore une fois, elle ne peut pas monter les escaliers, car la fourmi a déjà renversé de l'acide formique concentré sur le sol où elle se tenait. Juste au moment où Satu s'apprête à faire quelque chose, le responsable du lieu apparaît et utilise son sort de contrôle de la vigne pour soulever Nadi. Après cela, elle remercie Satu et son responsable Bilenin, qui semble aussi avoir lui faire une déclaration en l'embrassant sur la joue. Le directeur devient jaloux de Satu et lui demande des nouvelles. Après l'introduction, Satu fait son analyse du directeur et découvre qu'il est un elfe d'une race différente. Satu le prend pour un elfe aux oreilles longues, mais Nadi lui explique à nouveau comment identifier correctement quelqu'un comme son directeur. Ensuite, ils se remercient mutuellement pour leur aide et reprennent leur vie normale. Satu sort du bâtiment et trouve Xena et d'autres soldats en train de brûler les restes des monstres qu'ils ont tués plus tôt. Xena repère son homme et court pour l'enlacer mais trébuche et manque de tomber. Après s'être relevée, elle dit à son homme qu'elle part aider les gardes à empêcher les autres monstres d'attaquer les villages et villes alentours.
Satou lui donne sa bénédiction et elle s'en va. Juste à ce moment, un garde ordinaire amène Lisa à son maître et lui ordonne de remettre le noyau qu'il vendait au gouvernement de la ville. Satou, très intelligent, présente le reçu prouvant qu'ils sont les seuls propriétaires des noyaux et qu'ils ne sont obligés de les remettre à personne. Le garde est pris en flagrant délit et s'en va honteux. Cette nuit-là, tout le monde profite d'un merveilleux dîner à l'auberge. L'aubergiste leur était très reconnaissante, l'aidant à éliminer les monstres en ville plus tôt. Pendant que les autres mangent, Satou sort discrètement et cherche la pharmacie. En chemin, il trouve certains des gens qu'il a sauvés, dans le labyrinthe plus tôt et s'arrête pour leur parler. Ils offrent tout leur aide pour le guider vers un très bon pub pour manger et boire. Satou passe un peu de temps avec eux et poursuit sa sortie. En chemin, une plume de chouette ombre tombe sur ses mains et il la ramasse. Sachant que ces petites filles mignonnes pourraient l'aimer. Soudain, il suit la chouette ombre jusqu'à une ruelle, où quelque chose de sinistre est sur le point d'arriver. Il arrive là-bas et se fait attaquer par des créatures étranges. Après s'en être occupé, il s'approche des demi-humains blessés, au sol qui lui demande s'il était l'un des ennemis. Satou leur dit qu'il est un ami et l'homme à moitié mort faillit mourir. Sur ce, il prend les blessés et les emmène au bâtiment de Nadi. Là, il entend Nadi demander au responsable s'il va la rejoindre au lit, mais le responsable lui répond non. Ils descendent tous les deux de leur lit et trouvent Satou en train de soigner un des blessés. Il leur explique la situation et leur dit que l'un d'eux reconnaît le responsable. Le gestionnaire soigne la personne âgée et découvre que la seconde est un elfe. Le gestionnaire reconnaît l'elfe et l'appelle Mia. Cependant, l'elfe n'avait Dieu que pour le joli garçon, Satou, qui se tenait à côté du gestionnaire. Désolé, gestionnaire. Elle complimente son joli look et retourne dormir. Quant à celui gravement blessé, un Verera, il crachote du sang de son corps et exhorte Nadi à aller chercher l'ancien prêtre, la Corne, qui vivait dans les ruelles arrière, espérant qu'il pourrait l'aider. Satou la suit pour s'assurer qu'elle arrive saine et sauve. Le lendemain matin, Satou rentre chez lui et donne à Arisa l'impression qu'il est allé dans une maison close et y a passé la nuit. Satou, en enlevant son kimono, lui dit qu'il a sauvé des demi-humains blessés, d'éventuels morts dans une ruelle pendant qu'il cherchait une pharmacie pour acheter des médicaments pour Lulu. Il lui explique qu'il a sauvé des demi-humains blessés dans une ruelle pendant sa recherche d'une pharmacie pour acheter des médicaments pour Lulu. À ce moment-là, Arisa commence à délirer en disant à quel point Satou serait cool s'il avait sauvé des gens comme un chevalier en armure brillante, tout ça. Elle s'extasie sur l'idée qu'il aurait pu ressembler à un héros en sauvant des gens. Lorsque Lulu se réveille, Satou dit à Arisa de cesser ses conneries et de mettre des vêtements. Pendant ce temps, il se rapproche de Lulu et lui donne des médicaments qu'il lui avait achetés la veille. Après cela, il se dirige vers le bâtiment de Nadi pour vérifier sur eux deux. Nadi lui dit que Mia va bien, mais encore une fois, elle semble souffrir d'un déficit de MP et il devrait pouvoir la ramener à la normale avec une recharge d'endurance normale. Ou mieux encore, ils peuvent l'emmener à une ligne lait ou une source d'intersection pour la remettre à la normale. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils ne peuvent obtenir une source de mana aussi riche que dans le palais du comte ou la vallée des dragons. Satou perd sa concentration une seconde et vérifie quelque chose sur son interface. Il utilise la compétence Wi-Fi pour entendre ce qui se passe à l'étage. Il se rend compte que Mia est déjà levée et dit à Nadi de monter vérifier. Une fois arrivé, Satou se cache derrière la porte comme s'il attendait d'être présenté à la petite beauté endormie. Quand son heure arrive, il fait son apparition et se présente comme Satou, un marchand qui l'a sauvé elle et son compagnon métamorphe, d'être tués par leurs poursuivants. Mia demande s'il est un utilisateur d'esprit, mais ensuite, Satou lui dit qu'il ne voit pas du tout les esprits. Nadi explique que seuls ceux qui ont une compétence appelée vue des esprits peuvent voir les esprits. Quelques instants plus tard, Nadi s'excuse pour aller préparer une soupe bouillie pour la petite fille à manger, laissant Satou seul avec l'elfe, Mia, pour discuter et probablement rattraper le temps perdu. Après son départ, Satou lui demande de lui expliquer exactement ce que sont les esprits. Juste à ce moment, la belle au bois dormant lui dit qu'ils sont étincelants et duveteux. Satou lui pose encore quelques questions au hasard pendant qu'ils attendent que Nadi apporte la nourriture qu'elle prépare dans la cuisine. Après avoir mangé, Satou se lève pour partir, mais alors, Mia le retient et lui demande de rester avec elle. Satou lui obéit et reste à ses côtés encore quelques heures. Au crépuscule, Satou rentre chez lui et trouve ses filles en train de jouer au jeu de cartes, ce truc qu'il leur a acheté au marché la veille. Il décide de les rejoindre et d'essayer leur connaissance. Des caractères écrits au dos des cartes en bois. Il tourne la carte à l'envers et leur demande de nommer les caractères de l'autre côté du plateau. Les mignons petits demi-kids, Pochi et Tama, appellent tous les caractères de la viande et finissent par agacer un peu Satou. Finalement, il dessine certains caractères sur le plateau et continue son truc. Juste à ce moment-là, Martha réprimande Uni pour ne pas avoir terminé ses corvées à temps. D'autre part, Uni lui dit qu'elle les a finis. Simplement parce que Pochi et Tama l'ont aidé. Surprise, Satou félicite les filles d'être gentilles avec leur ami Uni. Et, pour les remercier de leur aide, il leur offre un joli pique-nique. Et leur parle des personnes qu'il a sauvées la nuit précédente. Les filles deviennent naturellement très impatientes de voir la Ragaru et sa princesse Mia. Alors Satou organise une visite à l'endroit avec elle. Après leur repas, tout le monde, y compris Lulu, va chez Mia pour vérifier la belle princesse elfe.
Juste au moment où elle s'apprête à se réveiller, tout le monde tombe instantanément amoureux d'elle. La mignonnerie et s'agglutine autour de son lit moelleux pour lui dire bonjour. Satou dit aux autres de bien la traiter pendant qu'il fait ses propres affaires. Pendant ce temps, Lulu sert du thé à Nadi pour calmer ses nerfs. Satou les rejoint peu après et discute de quelque chose à propos de Satou en tant que marchand et tout ça. Nadi lui fait une offre pour acheter un chariot spécial, que le gérant vendait peu avant sa retraite. Satou se rend compte qu'il n'a que rarement le temps de monter dans une charrette, sans parler d'un chariot. Cependant, cela n'a pas arrêté Lulu qui lui a conseillé de l'acheter et d'apprendre à le conduire plus tard. Satou décide d'acheter la charrette sur un coup de tête sans même demander le prix. Lorsqu'il découvre le coût de la charrette, il réalise que cela fait 18 pièces d'or. Satou accepte le prix et sort une énorme bourse d'or pour payer la charrette. Après cela, il se rend dans les bois avec les filles, pour s'entraîner et apprendre les bases du camping. Satou veille à superviser et à s'amuser avec ses filles alors qu'ils travaillent tous ensemble, à préparer le grand feu de camp pour la nuit qui approche. Non seulement cela, mais il récolte aussi des plantes sauvages et des fruits pour préparer le dîner. Une fois, la bouilloire sifflante, comme l'appelle Satou, siffle, pour leur signaler que l'eau est bouillie et prête à être utilisée. Les demi-enfants sont un peu confus sur ce qu'ils doivent faire, et ils appellent leur maître pour venir sauver la casserole qui crie. Satou leur fait s'asseoir et leur explique le concept d'ébullition. Pendant ce temps, Arisa l'interrompt et se plaint qu'il essaie d'expliquer un concept trop complexe pour que les petits puissent comprendre. Satou prend une pause et laisse Arisa prendre en charge l'explication. Elle le fait et explique aux petits pour qu'ils comprennent parfaitement. Peu de temps après, pendant que les enfants jouent, le chien et les demi-humains aux oreilles de chat, que Satou a aidé plus tôt arrivent avec des fruits et du matériel. Ils veulent remercier Satou de leur avoir aidé, avec le poulet grillé à l'époque en ville. Cependant, Tama et Pochi soupçonnaient qu'ils étaient là pour faire du mal à leur maître. Ils se précipitent donc vers les enfants et essaient de les faire fuir. Satou les calme et réfléchit à ce qu'il doit faire face à la situation. Il pense que les enfants aux longues oreilles ont plus besoin des fruits que lui, mais d'un autre côté, il ne veut pas rejeter leur cadeau. Pour régler ce problème, il sort un peu de jerky de son sac et leur en donne en signe de bonne volonté. Les enfants hésitent un peu à prendre le jerky, mais Satou leur fait comprendre que c'est d'accord. Quelques instants plus tard, Satou acquiert les papiers du chariot ou de la charrette auprès de Nadi. Arisa suggère d'utiliser le chariot pour ramener Mia chez elle, mais encore une fois, il n'était pas sûr de l'emplacement de la maison de Mia. Il soupçonne qu'elle se trouve dans le village des elfes, qui est situé au sud-est du royaume de Shiga. Avant de faire quoi que ce soit de précipité, Satou décide d'apprendre à conduire en attendant le retour du gestionnaire. Avec cela, il conduit le chariot dans les prairies avec Lulu à ses côtés. En traversant les plaines, Satou dit à Lulu de se détendre près de lui comme Pochi et Tama. Mais bon, Lulu dit qu'elle n'oserait pas. Satou se souvient qu'elle est assez mal à l'aise avec les hommes, et il lui dit d'être libre avec ses mots. Lulu commence à parler de quelque chose sur Arisa avec son maître, et devient si bavarde que Satou doit la rappeler aux leçons. En quelques heures, Satou et Lulu prennent le coup de la conduite de la charrette. Juste alors, Satou sent quelque chose de très étrange approcher. Une charrette passe près d'eux et il voit une chouette dans l'arbre au-dessus de lui, qui vole vers la charrette qui vient de passer près de la sienne. Satou ignore les signaux d'alarme et retourne à la ville en un seul morceau. En arrivant, il trouve Mia dehors et lui demande si ça va. Le gestionnaire lui avait acheté des potions médicinales spéciales, pour qu'elle les boive et retrouve ses forces. Maintenant qu'elle est sur pied, Arisa veut qu'il fête ça avec elle. Satou demande à Mia ce qu'elle veut, et elle lui dit qu'elle veut des brioches au miel. Arisa intervient alors et dit à son maître que Mia est tombée amoureuse des brioches au miel, dont Pochi et Tama lui avaient parlé plus tôt. Satou pousse un soupir et leur donne le feu vert pour faire ce qu'ils veulent. Peu après leur départ, Satou repère à nouveau la chouette et ses yeux rouges. Cette fois, il retourne précipitamment à l'intérieur et découvre que le ralou au visage rouge, Maïs, était réveillé. En arrivant dans sa chambre, il trouve le manager près du loup-garou rat, et Maïs le remercie de l'avoir sauvé à l'époque. Satou lui dit de ne pas s'en faire du tout, mais l'encourage à lui raconter la véritable histoire de ce qui est arrivé à Mia. D'après ce que l'on voit, Mia a été capturée par les sorciers de son village et emprisonnée quelque part. Cependant, elle a réussi à s'échapper et à rejoindre Mise, quelque part avant qu'il ne voyage là-bas pour rencontrer le manager. Les fourmis volantes qui ont attaqué la ville plus tôt ont été envoyées par les sorciers, et Mia est là depuis. Satou envisage de demander au gérant son lien avec Mia, mais il choisit de ne pas trop s'immiscer. À la place, il décide de lui demander d'accompagner Mia chez elle. Juste à ce moment, Pochi et Tama commencent à crier dehors, et Satou descend en courant pour voir ce qui ne va pas. Arrivé là, il découvre que le tonnerre et les éclairs ravagent le ciel dehors et que les filles en ont peur. Il les rassemble toutes et les encourage à se calmer, et à voir cela comme le ciel qui apporte une bénédiction. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils trouvent la chouette dans la pièce avec eux. Satou regarde la chouette et la voit se transformer en l'un des sorciers qui poursuivent la princesse Mia. Satou et les autres restent sur place alors que le sorcier se matérialise en chair et en os. Mise tente d'attaquer en premier, mais il est retenu par la magie psychique d'Arisa. Satou remarque la magie psychique en jeu ici, et active rapidement sa résistance magique, pour mieux observer le méchant qui l'attaque. D'après ce qu'il semble, le méchant est un sorcier de niveau 41 nommé
Zen, et Satou sait que Zen va avoir des ennuis. Il pense à la familiarité qu'il a avec ce nom, et réalise que ce Zen. Ce gars est la même personne qui a joué le héros dans la pièce ennuyeuse qu'il a vue il y a des années. Satou se présente à Zen comme un marchand ordinaire, qui était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Zen croit les paroles de Satou et décide de lui faire preuve de clémence. Cependant, il avertit Satou de ne pas avoir d'idée drôle pour qu'il ne se fasse pas battre. Satou revendique Mise comme sa propriété et demande poliment à Zen de quitter leur bâtiment. Zen se sent offensé par ses paroles et décide de lui montrer ce dont il est capable. Satou accepte sa proposition et s'apprête à donner le premier coup. Zen, impressionné par les mouvements de Satou, le retient avec ses tentacules et menace de le finir s'il n'utilise pas aussi son bon sens. Arisa se fâche et tente de prendre Zen à revers, mais Mise bloque l'attaque et distrait Zen suffisamment pour qu'il relâche. Satou, qui était encore sous son emprise. Après sa libération, Satou se précipite vers Mise, qui est retenue par le fouet d'ombre de Zen et le brise avec son poing magique. Cela surprend même Zen lui-même, qui se prépare à devenir sérieux avec tout. Mise remarque le désastre qui va se produire et leur dit à tous d'abandonner sa sœur et de laisser le sorcier l'emporter. Cependant, Satou n'allait pas permettre que cela se produise du tout. Il vérifie sur Arisa et la voit préparer une magie spéciale, puis décide de lui faire gagner du temps en demandant à Zen de révéler son identité complète. Satou découvre que Zen est le roi des morts vivants de plus haut niveau, au niveau 41. Il engage Zen dans une petite conversation sur leur titre et lui en tant que héros, jusqu'à ce qu'Arisa termine de charger son attaque. Quand le moment est venu, elle déclenche sa combo sur Zen, et finit par lui infliger un peu de dégâts après l'attaque. Zen la félicite d'être une personne si unique et se rend compte, d'après la couleur de ses cheveux, qu'elle a été réincarnée. Avec cela, il discute encore quelques affaires avec Satou et utilise son fouet d'ombre pour prendre Mia. Une fois cela fait, il ouvre un portail dans le sol et se transporte dans une autre dimension. Quant à Satou, il dit à Lisa et Lulu d'aller chercher un traitement pour les autres et de contacter Xena ou l'ancien prêtre pour venir les soigner tous. En attendant, il suivra Zen dans sa dimension et ramènera Mia entière. Sur ce, il se précipite dans le portail avant qu'il ne se ferme, et se retrouve suspendu dans une étendue d'eau sombre. Avec son endurance et son énergie qui le quittent, Satou n'était pas sûr de ce qui allait se passer. Il essaie de vérifier la carte dans son inventaire en espérant trouver quelque chose d'important, mais en vain. Dans un accès de rage, le perdant Satou crie son chemin dans la dimension alternative du sorcier. Zen le voit entrer dans sa dimension et lui demande comment il a pu résister à ça. Magie et entrer dans sa dimension sans passer d'abord l'épreuve. Satou lui dit qu'il possède un amulette de lumière et qui annule toutes les capacités magiques utilisées contre lui. Cependant, Zen ne croyait pas un mot de Satou à propos de la petite amulette, car il affirme que seuls ceux qui ont acquis des capacités magiques spéciales peuvent l'affronter. Tant qu'il porte la bénédiction du Créateur, il ne peut jamais mourir. Satou décide de poursuivre Mia et de la sauver, mais alors le roi des morts vivants ne va pas lui laisser la voir si facilement. Il sort de cette dimension qu'il appelle la salle du maître et transporte Zen dans un autre royaume, qu'il appelle son berceau. Satou devient très confus par la disposition du terrain entier et fait une rapide analyse du terrain qu'il appelle le berceau. D'après ce qu'il semble, le terrain était quelque peu adjacent à celui de Siriu. Il réfléchit au chemin qu'il doit prendre pour rejoindre Mia et grimpe sur un pont escarpé. En chemin, il est attaqué par d'énormes guêpes qui l'abat avec son énorme fusil. Ensuite, Satou arrive devant une grande porte et lit les instructions dessus, pour se rendre compte que ces portes mènent au terrain d'entraînement des elfes. À en juger par les apparences, il n'est pas conseillé à Satou d'entrer sur le terrain d'entraînement car l'entraînement y est réservé aux elfes. Cependant, notre garçon sait qu'il est protégé par une armure scénaristique, alors il y entre sans la moindre inquiétude et se prépare à affronter les défis. Une fois arrivé, il trouve une embuscade qui l'attend pour lui et les tabasse tous. Une fois qu'il a fini, il découvre qu'il y a 200 étages dans le bâtiment Cradle et plus il monte, plus les défis seront difficiles. Satou est un peu agacé par ce système et le compare au labyrinthe puant dont il s'est échappé il n'y a pas longtemps. Au fil du temps, il s'approche d'un compartiment vert à un des étages et appelle la personne à l'intérieur de la salle naturelle. Sans s'en rendre compte, Dryad, une elfe à moitié nue à la peau verte, ouvre les portes feuillues et invite le visiteur agaçant dans sa chambre. Satou entre dans la pièce d'un pas assuré et écoute le gros. Une femme mince et agaçante se plaint de devoir se battre contre lui. Finalement, le garçon vert lui ouvre les yeux et se retrouve à admirer le joli visage de Satou. Une fois qu'elle a fini, elle lui demande de devenir la sienne, mais ensuite Satou lui dit qu'elle doit avoir au moins 16 ans avant qu'il puisse envisager de sortir avec quelqu'un comme elle. Passant à autre chose, Dryad demande à Satou de lui donner un peu de PM, mais, encore une fois, Satou ne sait pas comment lui prendre du PM. Sans même lui demander, la fille verte l'embrasse profondément, et lui vole un peu de son PM pour se remplir. Satou reste marqué au cœur, car il se convainc qu'il vient juste de se faire mordre par un chien. Après avoir obtenu ce qu'elle voulait, Dryad ouvre une autre porte secrète et lui montre la chambre de Trasayuya. Satou fait un passage rapide et entre dans la chambre lorsqu'il réalise que le chemin est dégagé. À l'intérieur, il trouve plusieurs vieux livres éparpillés partout et commence à fouiller.
Il découvre que l'espace dans lequel il se trouve est le laboratoire de Traça Yuya, et que c'est Traça Yuya qui a créé le berceau. Satou devient très curieux de ce qui se passe chez Traça. Il prend la tête de Yuya et décide de lire son journal intime. À en juger par les apparences, Traça Yuya est un elfe tout comme Mia et le directeur, et sa longue vie touche bientôt à sa fin. Il a donc consigné certaines choses pour s'assurer que le berceau soit gouverné équitablement par les elfes pour les années à venir. Sur ce, Satou retourne dehors et trouve la fille elfe qui lui dit de se tenir dans le cercle magique afin qu'il puisse être transporté à l'étage de son choix. Elle lui demande à quel étage il souhaite aller et il lui dit de l'emmener à l'étage du maître du berceau. Cependant, Dryad ne pouvait pas l'y conduire, alors elle a décidé de l'envoyer à l'étage le plus éloigné possible, le 100e étage. Là, Satou trouve 3 homoncules aux gros seins identiques qui gardent une grande porte menant à une autre pièce importante, accompagnée d'un très gros golem. Après avoir fait une inspection rapide, il décide d'être prudent avec eux. L'un des homoncules demande à Satou de se présenter, et il se présente comme un marchand. Les homoncules l'accueillent dans leur espace puis lui disent de combattre le golem de fer s'il veut continuer à avancer. Satou allait dire quelque chose quand le golem de fer se mit soudain à bouger et menaça de l'attaquer. Satou lit les lettres sur le visage du golem et en tire un tir. Cette attaque détruit le golem en une seule fois, ce qui laisse les 3 homoncules choqués. L'un des homoncules, nommé numéro 7, attaque Satou et lui donne le temps de faire évader ses sœurs. Satou bat facilement numéro 7 et pose ses mains sur sa poitrine douce. Il l'emmène ensuite ailleurs et la pose par terre avant de continuer sa progression plus haut dans le berceau. Une fois qu'il est sûr qu'elle est en sécurité, il rejoint une autre pièce verte et trouve une autre dryade, vie elfique, toute desséchée et inutile. Il lui donne de l'eau et de la MP en lui faisant un bouche à bouche. Puis la fille elfe reprend son apparence normale et emmène Satou au 180e étage. En arrivant, Satou trouve des créatures très dangereuses qui l'attendent. Ensuite, il trouve le chemin jusqu'à la chambre du maître. Là, il trouve Zen et Mia inconscientes. Et demande à Zen de lui remettre poliment Mia. Cependant, Zen n'avait pas l'intention de reculer sans se battre. Il oppose à Satou des ennemis dangereux, son prix étant l'épée sacrée s'il parvient à les vaincre. Satou lui dit pratiquement de cesser ses manigances et de lui remettre Mia. Zen refuse et passe au plan suivant. Il invoque certains des homoncules qu'il garde dans son inventaire, ainsi que leur golem de fer, pour combattre Satou, tandis qu'il emmène Mia dans une autre pièce pour se reposer et regarder Satou se frayer un chemin vers la sécurité. Quelques instants après le départ de Zen, Satou commence son combat, pour survivre contre les homoncules dressés contre lui. Dans la première moitié du combat, il endure les attaques de tous les homoncules, qui viennent vers lui, mais lorsqu'il comprend leur schéma d'attaque, il leur met la raclée un par un. À un moment donné du combat, il arrête l'attaque et remet en question leur loyauté envers une personne apparemment maléfique, morte vivante ou non. Et étonnamment, les homoncules sont tous d'accord pour dire qu'ils font cela de tout leur cœur. Après cela, il commence à tirer des flèches magiques sur Satou, qui les esquive et contre-attaque. L'un des homoncules devient très physique avec lui, et finit par se faire repousser jusqu'à l'extinction. Quant au dernier, Satou pouvait déjà voir le sang sur sa bouche, alors il lui a seulement donné un léger coup de poing et l'a envoyé dans son subconscient pendant un petit moment. Une fois le combat terminé, Satou s'approche pour rencontrer son vrai ennemi, Zen. Cette fois, Zen l'accueille à bras ouverts et jette l'épée sacrée vers Satou. Satou saisit l'épée et regarde sévèrement le roi des morts-vivants. Presque comme s'il voulait lui poser une question très importante. Lorsqu'il attire son attention, Satou lui demande de lui dire quel est son souhait. Le roi des morts-vivants, qui semblait chargé de tristesse, commence son histoire douloureuse. Et nous allons l'expliquer du mieux que nous pouvons ici. Donc, avant sa première mort, ce sac de morts-vivants était un gars très sain et bien nanti. Cependant, sa vie a connu une fin très brutale, et il a quitté la terre-mère. Mais, Dieu a dit qu'il n'avait pas fini, alors il a réincarné le gars mort-vivant en bébé. Dans sa seconde vie, il a aussi profité de la vie pendant un petit moment, et a même rencontré une Célie, Mamacita qu'il aimait pour sa personnalité. Bro pensait être hors de danger, sans savoir que il allait revivre le même destin qu'avant. Avant qu'il ne s'en rende compte, un noble gros et sans vie est tombé amoureux de sa belle Chica et l'a fait exécuter sur de fausses accusations. Quoi qu'il en soit, cette fois, Bro a reçu la vision des dieux, et cette seule capacité a fait de lui un roi des morts-vivants. Il est retourné au château en sac de squelette pour découvrir les restes fracassés de sa femme et de sa famille éparpillés partout dans le château. Depuis ce jour, il a transformé sa femme et sa famille en morts-vivants qu'il appelait les morts-vivants. Puis, il a affronté l'idiot qui était trop jaloux de lui, et s'est assuré qu'il goûte à sa propre médecine. Quand il a terminé sa revanche, Bro a réalisé qu'il n'avait plus le droit de mourir. Depuis cette révélation infidèle, Bro a fait de sa mission de vie de trouver un héros comme Satou, et de s'assurer que ce héros termine sa vie avec l'épée sacrée. Maintenant qu'il a mis Satou au courant, il le supplie de prendre sa vie avant qu'il ne devienne lui aussi un seigneur démon. Après avoir entendu tout ce que le roi des morts lui a dit, Satou prend une profonde respiration et active la fameuse lueur bleue de l'épée. Avant de planter le roi des morts vivants avec et de le tuer. Une fois le geste accompli, Satou ramasse la bague laissée par le type mort-vivant.
et disperse les filles maléfiques de Jézabel qui y vivent. Avant de partir, les filles promettent de le retrouver, une fois qu'elles seront redevenues normales. À ce moment-là, le berceau commence à s'autodétruire, et Satou se précipite pour réveiller Mia et lui demande si elle peut arrêter la séquence d'autodestruction. Mia lui dit qu'elle peut essayer de désactiver la séquence d'autodestruction. Satou l'amène au système de contrôle, et Mia se rend compte, aussi vite que la merde tombe de mon trou. Elle fait cependant quelques essais-erreurs en appuyant sur des boutons au hasard qui semblent ralentir un peu le processus. Une fois cela réglé, Satou réfléchit à une possible voie d'évasion qu'il pourrait utiliser pour se tirer de là. Il réalise qu'il peut se téléporter hors de cet endroit avec Mia, mais encore, qu'en est-il des homoncules en bas? Que leur arrive-t-il? Satou réfléchit un peu plus et élabore un plan pour sauver tout le monde. Une fois cela fait, il programme une minuterie et emmène Mia auprès des homoncules assommés. Il les téléporte ensuite tous hors de là, puis se précipite pour sauver la fille elfe verte. La Dryade ou quel que soit son nom, et le numéro 7 qu'il avait assommé plus tôt. Pas sans avoir assuré à Mia qu'il reviendrait, bien sûr. Une fois qu'il a fini de les téléporter, Satou descend en courant et sauve l'homoncule numéro 7 pour l'empêcher d'être écrasé en une flaque de ketchup rouge. Ensuite, il se précipite dans la chambre de la fille verte et lui demande de les faire sortir de l'arbre avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, la fille Dryade voulait des graines spéciales, et 3 fois plus de PM que d'habitude. Satou lui donne tout ce dont elle a besoin pour que ça fonctionne, et l'embrasse même avec tout son cœur. Après cela, la fille elfe les téléporte joyeusement hors du nid dans l'arbre. Et se repose tranquillement après cela. Quelques instants plus tard, une vague de sel déferle de l'arbre et fait frissonner Satou. Il encourage la fille elfe à le suivre vers la sécurité, mais alors, Dryade est prête à partir tant que la forêt est en vie. Avec cela, Satou dit au revoir et s'enfuit. Avec la vague de sel déferlante qui arrive en vitesse derrière lui. En chemin vers la sécurité, Satou active toutes les compétences de sprint qu'il possède dans son arsenal, et court vers une étendue d'eau en espérant briser la vague avec elle. En chemin, le cœur battant à 1000 à l'heure. Satou court sur l'eau en un éclair. Juste à ce moment-là, il se rappelle une des leçons qu'Arisa avait données aux filles à propos de l'eau, et décide d'utiliser ce concept. Sans hésiter, Satou crée des boules de feu au-dessus de l'eau et les fait bouillir. Assez longtemps pour qu'elles se transforment en vapeur et ralentissent les vagues. Il profite rapidement de cette chance pour plonger encore plus vite qu'avant. Jusqu'à arriver en lieu sûr. Au matin, Satou revient auprès de son maître et trouve tout le monde très inquiet pour lui. Lisa, Arisa, Pochi et Tama pleuraient toutes leurs larmes, lorsqu'ils ont enfin vu leur maître bien-aimé revenir. Satou pense à ce que le roi des morts lui a dit, au sujet d'Arisa avant de perdre la vie. Il lui conseillerait de s'assurer qu'Arisa ait appris à maîtriser ses pouvoirs afin qu'elle ne se perde pas à l'avenir. Satou accepte sa promesse et écoute. Arisa pleurait avec les petits et bientôt Lulu. Quand ils ont fini de pleurer, Mia remercie officiellement Satou et sa tradition et exprime sa profonde gratitude au petit gars pour son aide. Peu de temps après, tous les homoncules que Satou a sauvés sont venus le remercier de l'avoir sauvé, malgré qu'ils soient ses ennemis dès la naissance. Satou leur fait savoir que les sauver est son plaisir, donc ils n'ont rien à craindre. Quant à leur maître, il leur donne sa bague et leur dit de la garder en sécurité comme un rappel des épreuves que leur maître a dû endurer aux mains d'un noble gros, idiot et méchant. Les homoncules s'inclinent devant Satou, leur nouveau maître, et lui jurent allégeance. Mais Arisa n'aimait pas cette évolution simplement parce que elle était jalouse qu'ils aient des poitrines plus grosses qu'elle. Elle avait peur qu'on lui arrache son maître en un rien de temps. Mais elle resta vigilante. Ensuite, un des homoncules informe Satou de leur mission, emmener l'anneau de leur maître jusqu'à sa tombe, tandis qu'en attendant, ils peuvent en laisser un avec lui pour lui tenir compagnie. Pour décider qui reste, tous les homoncules jouent à pierre-papier-ciseaux et choisissent le plus doué pour rester. Plus tard, Mia dit au revoir à Mise, le Ragaru qui l'a aidé, tandis qu'elle le regarde retourner sur ses terres. De retour en ville, Satou se rend à la station militaire proche et fait son rapport. Il lui remet ses découvertes, avec quelques mensonges bien sûr. Bientôt, Zeina arrive en pleurs, les yeux rougis, et pleure. Son 32, quand elle réalise que son homme va bien. Rapidement, elle abandonne la comédie et discute de quelque chose avec son homme comme une personne normale. Satou lui offre un cadeau, qu'elle accepte de tout son cœur. Ensuite, Satou lui annonce la mauvaise nouvelle, lui disant qu'il a reçu une mission de ramener Mia dans sa ville natale, à quelques centaines de kilomètres d'ici. En entendant cela, Zeina est surprise et demande à Satou s'il prévoit de retourner en ville. Satou promet de revenir en ville et de lui raconter ses aventures, des histoires de ses voyages et ils se font une promesse de petits doigts à ce sujet. Bientôt, tout le monde s'équipe et se prépare pour le long voyage. Uni donne à Tama et Pochi quelques-uns des cadeaux qu'elle a fabriqués et leur fait promettre de les utiliser avec sagesse. Sur ce, tout le monde part. Juste avant qu'il ne quitte complètement la ville, Zeina apparaît sur son cheval et rattrape Satou et les autres. Après les avoir arrêtés, elle le supplie d'attendre jusqu'au printemps pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, et se joindre à eux dans leurs aventures extraordinaires. Satou la désire alors qu'il lui fait signe au revoir. Arisa ramène son maître vers la charrette et lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour Zeina puisqu'il les a sous sa protection. Juste à ce moment, l'homoncule qui les suit attire Satou contre sa poitrine et pose
sa tête sur son sein pour qu'il puisse se calmer et réfléchir correctement. Après plusieurs heures de voyage, Satou et ses compagnons décident de s'arrêter pour prendre un copieux déjeuner. Ils se servent un plat de viande avec beaucoup d'accompagnements et de légumes, puis prient leur créateur avant de commencer à manger. Satou, après avoir croqué dans la nourriture, remarque la saveur délicieuse du plat et félicite Lulu, Lisa et Nana d'avoir imaginé un tel repas. Un plat incroyable vu le peu de temps dont ils disposaient. En mangeant, Satou remarque à quel point Mia hésite à manger sa viande. Il lui demande pourquoi et elle lui explique que sa tradition lui interdit de manger de la viande. Cela veut dire que ma prof végane devait être une elfe dans une vie antérieure. Quoi qu'il en soit, Arisa comprend et plaisante sur la haine d'Arisa pour la viande. Satou désamorce rapidement la situation et continue de manger son plat. Une fois que tout le monde a fini de manger, ils se préparent tous à reprendre leur voyage. Satou remarque Lisa en train de préparer un autre type de viande séchée à proximité, et lui demande de ne pas trop se soucier du fait qu'il mange encore. Lisa, cependant, dit à son patron de ne pas s'inquiéter à ce sujet et que elle le cuisine juste pour qu'il puisse grignoter pendant leur voyage. Arisa apparaît peu après et invoque une boîte à objets de son inventaire. Surprise, Satou regarde sa boîte à objets et réalise qu'elle est très différente de la sienne. Et en plus, il se rend compte qu'elle nécessite aussi des PM pour fonctionner. Merde alors. Avant que Satou ne puisse dire quelque chose, Lisa finit son plat et le range dans la boîte à objets d'Arisa. Satou détourne le regard et continue à vérifier les nombreux avantages qu'il a acquis au fil du temps. D'après ce qu'on voit, il semble que notre perdant commence déjà à s'habituer à être dans le nouveau monde parallèle où il obtient toutes les filles par leur vous avez terminé dans les commentaires. Donc, quelques instants plus tard, Satou rassemble tout le monde et leur demande de faire un peu d'entretien pour les chevaux et la charrette aussi. Pendant ce temps, Arisa s'approche de son maître et se plaint de les coussins de paille sur lesquels ils étaient assis pendant leur voyage. Elle demande à son maître de lui laisser ajuster les sièges et de faire en sorte que toute paille dépassant des coussins soit retirée à la main. Satou lui donne son accord et elle coordonne les autres pour enlever rapidement les pailles en excès. Pour éviter que cela ne se reproduise, Satou sort un peu de cuir de chèvre pour coudre avec leurs sièges afin de rendre leur derrière plus confortable pendant leur voyage. Au début, il sort sa boîte à couture et coud de façon assez horrible. Mais ensuite, Arisa, son sauveuse, l'aide et lui permet de faire d'autres choses. Quelques minutes plus tard, il fabrique un joli canard en caoutchouc duveteux, que Nana, l'homoncule, aime et garde. Peu après, il confectionne des poupées en peluche pour chacune des filles avant qu'elles ne poursuivent leur voyage vers la patrie de Mia. Encore une fois, il s'arrête devant, et Satou regarde Tama et Pochi jouer ensemble comme des sœurs. Satou va voir Mia, qui semble assez déprimée, et décide de lui remonter le moral, en la laissant passer plus de temps dehors avec les autres. Puis, il appelle les petits et leur donne des missions, pour fouiller les pierres proches à la recherche de tout ce qu'ils peuvent trouver. Arisa les rejoint aussi et s'amuse en le faisant. Pendant ce temps, Satou reste en arrière et entend Mia jouer de la flûte de la nature avec juste une feuille. Il s'approche doucement de la princesse et loue ses talents. Nana appelle Mia « princesse » et lui demande de lui apprendre à siffler avec la feuille. Mais malheureusement, Mia n'a jamais aimé être appelée princesse. Alors elle le fait remarquer à Nana, qui s'excusera plus tard. Passons à autre chose, Satou et les autres reçoivent chacun une feuille pour s'exercer à siffler. Tous s'assoient et regardent leur maître souffler dans la feuille pour tenter de siffler. Malheureusement, Satou s'en sort très mal et parvient à apporter de la tristesse dans l'air. Heureusement, les filles le réconfortent tout et lui font savoir que même les maîtres peuvent faire des erreurs parfois. Satou les remercie pour leur compréhension et continue ses efforts. Juste à ce moment, Arisa attire son attention sur une structure en pierre, qu'elle a trouvée en s'amusant plutôt avec Pochi et Tama. En arrivant à la structure, Satou découvre que l'ensemble ressemble à un torii en pierre. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, c'est que le torii en pierre était autrefois un sanctuaire. Satou se souvient soudain de quelque chose de familier avec ce torii en pierre, et sa mémoire le ramène à quand il était bien plus jeune. Cette année-là, le jeune Satou avait conclu un pacte avec une fille qu'il soupçonnait être une divinité, dans un sanctuaire avec une structure en pierre similaire. Ce jour-là, la fille a en quelque sorte fait promettre au jeune Satou de toujours être avec elle, même s'il renaissait dans une autre vie. Satou s'évade un moment, pour être réveillé par une Arena en colère. Satou continue de s'évader pendant une seconde, en pensant à une éventuelle la corrélation entre le torii en pierre devant lui et le sanctuaire dans lequel il se trouvait à l'époque. Pour dissiper toute suspicion, il dit à Arisa que le torii n'est qu'un simple portail de voyage abandonné, un instrument permettant de se déplacer à travers les lignes temporelles dans les jeux. Les yeux d'Arisa s'illuminent et elle lui demande s'ils peuvent le réparer, mais encore une fois, Satou n'est pas là pour ça. Il les ramène tous deux à l'équipage et fait d'autres choses. En arrivant, Satou trouve Pochi couverte de sable, tenant de la viande de gibier dans ses mains. Lisa récupère la viande et s'éloigne pour la butcher. Lulu la suit et laisse Pochi avec Satou et Arisa. Satou s'inquiète à cause du sable sur la tête de Pochi et demande à Arisa si il existe un sort d'eau quotidien qu'il pourrait apprendre pour la nettoyer, mais après, Arisa lui dit non. Peu après, Tama ramène une autre proie, mais cette fois, la proie s'enfuit. Tama est très triste et s'excuse auprès de son maître d'avoir perdu sa proie.
Satou la caresse et lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Quelques instants plus tard, tout le monde a faim et Arisa sort des pommes de terre cuites au four pour qu'ils mangent. Ensuite, ils campent là pour la nuit puis ils reprennent leur voyage le lendemain matin. En chemin, Satou parcourt sa bibliothèque virtuelle et trouve des livres et des pages sur la création de sorts magiques pour des sorts quotidiens qu'il peut utiliser pour laver ses petits-enfants. Il étudie les méthodes complexes pour réciter un sort dans le livre et place des incantations les unes sur les autres pour créer quelque chose de très nouveau et excitant. Pendant ce temps, il touche accidentellement les seins de Nana et se fait gronder par Arisa et Mia qui n'aime pas qu'il fasse ça à qui que ce soit. Satou s'excuse auprès de ses filles pour son comportement bizarre et tout en leur expliquant qu'il essaie juste d'apprendre de nouveaux sorts. En l'entendant, Arisa s'intéresse et lui demande s'il est chercheur ou quelque chose comme ça. Mais Satou l'ignore et se tourne vers Mia qui pensait apprendre les sorts qu'il venait de rechercher. Mia comprend le message et promet d'agir en attendant. À cet instant, il passe près d'un endroit important, alors que Satou remarque les pop-ups sur son HUD. Il se rappelle que c'est le territoire des Ratmen et dit à Lulu d'arrêter la charrette pour enquêter. Une fois la charrette arrêtée, Mia retrouve ses vassaux Ratmen qui allaient être transportés en esclavage. Satou et les autres décident de passer la nuit là-bas et un des hommes rats le remercie pour son aide. Satou leur permet de faire ce qu'ils ont à faire, et il part chasser des cerfs avec son groupe. Heureusement, ils réussissent tous à attraper un gros cerf, qui suffira à tout le monde pour toute la nuit. Satou demande à Mia d'utiliser le sort de lavage à bulles sur eux tous et elle le fait avec grâce. Après avoir nettoyé tout le monde, ils se mettent tous à profiter de leur soirée. Cette nuit-là, pendant que les filles dorment, Satou passe son temps à apprendre la magie et beaucoup de nouveaux sorts. À un moment donné, il essaie la chimie et fait bouillir de l'eau salée avant d'expérimenter sur d'autres objets qu'il a récupérés à la crèche. Finalement, il se fatigue et réalise que son mécanisme de stockage est constant et ne change pas de forme sur une longue période. Le lendemain matin, ils réchauffent tous leur agoude la veille au soir et prennent un merveilleux petit déjeuner. Ils poursuivent leur voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent au tombeau où tous les Ratmen qui ont sauvé Mia ont été enterrés. Mia descend du chariot et rejoint les Ratmen en priant pour l'âme de ceux qui sont morts pour la protéger. Après qu'elle a fini, Miss donne à Satou la cloche silencieuse de Boulainen et leur fait signe de la main. Ils leur disent au revoir alors qu'ils poursuivent leur voyage pour trouver à Mia un endroit qu'elle pourra appeler chez elle. Après avoir voyagé longtemps, Satou et ses compagnons s'arrêtent dans un pub d'un village local. Là, Satou se commande une liqueur de lait de mouton Kainona et un ragoût de mouton aux haricots. Voilà ce que j'appelle un repas heureux. Satou remercie la serveuse pour son aide et l'incite à s'en aller. Quelques secondes après son départ, il entend des plaisanteries entre deux hommes ivres devant lui et leur dit d'arrêter de jacasser. Cette nuit-là, Satou se vante en proposant de payer toutes les boissons. Tout le pub éclate de sourire et de rire alors que tout le monde porte un toast à leur nouveau héros, Satou. Quelques instants après avoir fini son repas, la serveuse de tout à l'heure arrive et l'emmène dans la pièce spéciale à l'étage. Là, elle aide Satou à perdre sa virginité et à devenir un homme qui a déjà vu une fille nue. Le lendemain matin, Arisa et les autres découvrent la escapade de leur maître la nuit précédente et se plaignent beaucoup de lui pour l'avoir trompé. Si l'on doit être sérieux, il serait illégal pour un adulte comme Satou de faire coucher ses mettre les mains sur les petits-enfants car il serait étiqueté comme un lolicon. Avec cela, il se tait et quitte silencieusement les portes du village. En chemin, il rencontre une personne très familière en train d'intimider un voyageur et sa femme. Satou se creuse la tête pour se souvenir où il a rencontré cet homme, mais il n'arrive pas à le reconnaître. Jusqu'à ce que Lisa lui rappelle que l'intimidateur était le garde de la ville de Seriou qui avait essayé de voler leur noyau de fourmis volantes. Satou se souvient soudainement de ce salaud et se met à aider les gens. Il s'approche de l'homme, Shimusa, qui semble s'être fracturé l'épaule gauche, en essayant de défendre sa femme contre l'intimidateur et lui donne une précieuse potion de soins HP. Le duo est plus que reconnaissant d'obtenir une aide aussi rare d'un noble qui n'est pas un connard. Une fois sa bonne action accomplie, il fait face à Arisa qui se plaint de lui d'utiliser trop souvent les potions magiques dont ils ont tous besoin pour ne pas manquer de potions magiques utilisables. Sur ce, Satou vérifie son inventaire et promet d'apprendre bientôt l'alchimie et comment fabriquer ces potions. Quelques instants plus tard, ils campent tous sous un arbre et Satou commence à apprendre l'alchimie. Il mélange quelques produits chimiques et compétences pour créer une potion magique de récupération de PV. Une fois terminé, il transmute la potion et en fait une potion magique de très haute qualité. Une fois cela réglé, il se rend compte qu'il va avoir besoin de fioles spéciales pour conserver la potion magique afin qu'elle ne se dégrade pas avec le temps. Il remarque son faible stock de matériaux et décide de se rendre en ville pour en obtenir davantage. Il consulte sa carte et découvre une nouvelle ville appelée Nuki où il peut se procurer de nouveaux matériaux. Sur ce, il conclut sa journée et rejoint les filles pour s'amuser en plein air. Ce soir-là, Satou entre en mode créatif et décide de créer un objet magique avec Arisa. Arisa essaie l'objet prototype et ne fait rien. Mais quand Satou l'essaie, il réveille tout le monde. Le lendemain matin, ils font leur bagage et poursuivent leur voyage vers la nouvelle ville. En route, Satou remarque les zones blanches sur la carte et comprend qu'il doit prendre du temps pour les explorer seul, afin de ne pas mettre son équipe en danger.
En arrivant en ville, il trouve un paysan et lui demande s'il connaît une boutique d'alchimie. Le paysan lui montre la seule boutique d'alchimie populaire à proximité, et Satou s'y rend. Là, il voit un homme en manteau et son serviteur, qui transportent rapidement un gros sac de quelque chose. Satou les ignore et entre avant de demander au propriétaire du magasin quelques potions pour récupérer sa magie. Le propriétaire lui dit qu'elle ne peut en vendre qu'environ 3 et ne peut lui faire aucune réduction. Elle ajoute quelques combines à l'accord et lui dit de proposer une offre intéressante. Satou change d'avis et lui demande des parchemins contenant une carte complète de Nuki. Le propriétaire propose de lui donner la carte en échange de 3 noyaux de grade 3. Et bien que ce soit illégal, Satou y réfléchit. Passant à autre chose, il lui demande des fioles pour potions, mais encore une fois, le propriétaire lui dit que quelqu'un l'a déjà acheté toute la stock plus tôt. Satou se souvient des 2 gars qui sont sortis plus tôt et garde le silence. Le propriétaire du magasin lui conseille alors de vérifier la poterie locale et de leur acheter directement si c'est urgent. Satou quitte la boutique et envoie Lisa revenir au camp pour aider les autres pendant qu'il fait sa propre affaire seul. Après son départ, Satou attend la tombée de la nuit avant de mettre son plan à exécution. Une fois l'obscurité arrivée, il sort les parchemins qu'il a achetés plus tôt et active les 4 pour le guider sur son chemin à travers les espaces vides dans la forêt. Satou avance prudemment en s'approchant de l'endroit où le temps cesse d'exister. Puis, sans se soucier de rien, il entre de l'autre côté de ce qui ressemble à une barrière. De l'autre côté, sa carte déverrouille soudainement les parties blanches et révèle plusieurs guerriers golems menés par une sorcière qui s'approche de lui. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, la petite sorcière et son armée de golems apparaissent et attaquent Satou de toute leur force. Comme prévu, Satou se défend contre tous et tente de raisonner la petite fille. Peu de temps après, son maître, la sorcière originelle de la forêt, une illusion apparaît et lui rend hommage à Satou. Confus par ce qui vient de se passer, Satou décide de jouer le jeu et la suit jusqu'à son bâtiment. Après s'être installée, la sorcière l'accueille officiellement chez elle, et s'excuse sincèrement pour la stupidité de son apprenti. Satou se demande encore pourquoi la sorcière lui témoignait autant de respect. Juste à ce moment-là, il découvre que la sorcière a vu la cloche que Miss lui a donnée plus tôt, qui représentait la maison Bilénan. Avec cela, dans n'importe quel mana, la fille apprentie apparaît, et baisse la tête pour s'excuser de ses actions précédentes. Satou accepte ses excuses et parvient même à impressionner la sorcière elle-même. Il clarifie aussi une chose, et c'est le fait que il n'est pas l'émissaire de Bilénan, comme elle le pense. Après les présentations officielles, la sorcière emmène Satou dans leur atelier de fabrication de potions, pour lui faire observer la production de potions. Pendant ce temps, elle mentionne quelque chose à propos d'un pacte avec le comte Kohanou, le comte de New Kiland, ce qui rend Satou assez curieux. Il lui demande plus de détails, et elle lui explique qu'il livre toujours environ 300 flacons de potions de haute qualité au comte 2 fois par an pour montrer leur reconnaissance au comte pour garder les chasseurs et les hors-la-loi à l'écart de la forêt. Des illusions, aussi appelée la forêt dans laquelle Satou s'était aventuré plus tôt. Satou lui demande de lui apprendre une recette pour préparer une bonne potion, ce qu'elle fait en temps voulu. Après ses leçons, Satou se prépare à retourner auprès des siens. La sorcière lui dit au revoir et demande si elle peut envoyer quelques-uns des siens pour guider Satou sur le chemin du retour. Satou lui dit qu'il se débrouille très bien, mais elle l'aide quand même à retrouver son chemin en illuminant le meilleur trajet. Satou la remercie énormément pour son aide et court le long des lignes blanches lumineuses pour retourner à Nuki. Une fois qu'il sort de la forêt, il vérifie un objet qu'il a obtenu de la sorcière et exprime ses intentions envers cet objet. Quelques instants plus tard, il rentre chez lui et reçoit une grosse remontrance d'Oriza pour être rentré si tard dans la nuit. Néanmoins, Satou se voit dans une situation et s'installe avec d'autres gens du commun en train de boire au pub. Là, il écoute une conversation très étrange entre 2 hommes en cap. L'un d'eux parlait d'une livraison qui aurait dû arriver maintenant. Et l'autre lui dit de planifier soigneusement pour pouvoir saboter la livraison et devenir comte de la ville ou quelque chose comme ça. Avant que Satou ne comprenne ce qu'il signifiait, le propriétaire de la fonderie est arrivé pour parler de la production des fioles et autre chose. Pendant qu'ils discutent, Satou continue d'écouter les 2 hommes effrayants. Mais encore une fois, la gênante Oriza interrompt sa session paisible pour lui rappeler qu'il est bien tard pour dormir. À ce moment-là, Satou a été traîné jusqu'à la maison pour empêcher qu'il ne s'endorme à nouveau avec le propriétaire du pub. Le lendemain matin, Satou sent que quelque chose de terrible arrive à Iné, l'apprentie sorcière, alors qu'elle roule un peu trop vite pour atteindre la ville. Il donne des instructions à ses gens sur ce qu'il faut faire, et ils se précipitent tous pour voir ce qui se passe. En arrivant, ils trouvent des bandits qui essaient de saboter la livraison des potions biannuelles. Satou fait de son mieux pour arrêter les bandits et envoie Aini courir vers les portes de la ville. Là, elle trouve 2 personnes qui l'attendent et elle tombe dans le piège qu'ils ont tendu. Aini perd environ 180 potions en un instant et risque de ne pas réussir à livrer les potions. Elle pousse un cri et désespère de ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle a perdu les potions. Satou arrive là-bas et dit à ses gens d'aller après ceux qui ont tendu le piège. Pendant qu'il et Oriza comptent les potions restantes, elles sont 120. Il leur conseille de livrer celles qui restent pendant qu'ils cherche à savoir quoi faire avec celles qui sont détruites. Sur ce, il se dirige vers le bureau de l'assistant au comptage, dont le nom est Berkins. À ses côtés se tient Dawson, son aide.
Satou reconnaît ces deux gadous, il ne sait pas, mais il n'arrive pas à se souvenir où il les a déjà vus. Bref, Orisa essaie d'expliquer la situation, mais Berkins ne veut rien entendre. Satou reprend calmement la parole et explique tout ce qui s'est passé ce soir-là. Après avoir écouté Berkins, Satou découvre qu'il voulait que la livraison échoue. À ce moment-là, son cerveau se met soudainement à fonctionner et il se souvient que le type est celui en cap du pub l'autre soir. Satou leur parle des détails du pacte et promet de livrer les 300 potions avant le coucher du soleil s'il peut autoriser la refabrication des potions. Berkins lui dit qu'il acceptera la livraison des potions si elles sont de la même qualité que celles des sorcières. Sur ce, Satou demande à ce que ce soit mis par écrit afin qu'il ne revienne pas sur sa parole. Berkins, qui sait qu'ils ne pourront pas finir à temps, signe l'accord et les laisse faire leur travail. En sortant, Satou demande à ses filles de rassembler les ingrédients pour fabriquer les potions. Iné informe Satou des fioles nécessaires pour que les potions durent. Puis Satou se souvient de la personne qui avait acheté toutes les fioles sur le marché d'alchimie la dernière fois. Il a maintenant du pain sur la planche, mais que peut-il faire pour gagner du temps et livrer les potions sans échouer? Le premier endroit où Satou se rend est le four. Il trouve le propriétaire du four et lui explique sa situation. Le propriétaire est très surpris d'entendre de telles exigences de la part de Satou, car il lui dit que ce sera presque impossible d'accomplir une telle tâche dans les délais impartis. Néanmoins, il accepte toujours de fabriquer les fioles pour eux comme il l'avait promis plus tôt. Avec cela, Satou et ses filles se mettent au travail pour fabriquer sérieusement les fioles pour les potions. Tout d'abord, ils se mettent à modeler les fioles elles-mêmes, mais après un certain temps, Iné commence à faire des sons bizarres qui nous ont un peu fait frissonner. Quand on lui consacre plus de temps à l'écran, on découvre qu'elle se contente de jouer avec les fioles en argile molle qu'elle vient de faire. Les autres continuent à essayer de leur mieux d'obtenir la forme exacte de la fiole, mais malheureusement, aucun d'eux n'a réussi à maîtriser les formes. Soudain, tous les regards se tournent vers Satou, l'homme étrange qui avait déjà fabriqué plus d'une douzaine de fioles malgré qu'il prétende que c'était sa première fois à faire cela. Après seulement 1 heure environ de moulage, l'équipe a terminé les 180 fioles dont ils avaient besoin pour compléter la livraison. Voici maintenant la partie difficile, sécher les fioles dans le four jusqu'à ce qu'elles durcissent et gardent leur forme. Le propriétaire du four leur dit que 5 jours à 1 mois devraient suffire pour faire sécher le four, mais ils n'ont pas le temps d'attendre si longtemps. Sachant cela, Satou use ses dernières cellules grises pour trouver comment il peut enlever l'humidité des fioles sans les casser. Il sort son livre d'alchimie et cherche des sorts qui l'aideront à sécher l'humidité. Après les avoir choisis, il enseigne à Mia et lui fait sécher la première fiole. Le visage du propriétaire du four s'illumine de joie tandis qu'il encourage les autres à se mettre au travail et à produire autant de fioles que possible avant de charger le four. En quelques heures, ils mettent les fioles dans le four tout en terminant la production de la potion magique à temps. Après avoir asséché chaque molécule d'humidité dans les fioles, le propriétaire du four leur conseille à tous d'attendre quelques heures qu'elles refroidissent afin qu'ils puissent finir leur livraison avant le coucher du soleil. Pendant qu'ils attendent, une créature étrange sort de la tête d'un et Satou la lie comme un puff-bird. Avant qu'il ne puisse en apprendre davantage sur l'oiseau, Dosan et ses hommes arrivent au four et déclarent illégal de fabriquer des fioles de potions sans la permission du comte. D'après l'air idiot de Satou, il pouvait déjà prévoir où cela allait mener. Alors, il fait un petit tour de magie avec sa main et parvient d'une manière ou d'une autre à protéger les fioles. Dosan et ses hommes finissent de discuter tout ce qu'ils peuvent avec le propriétaire du four avant de finalement décider de détruire le four. Dans une tentative de saboter la fabrication des fioles, Dosan et ses hommes détruisent le four et laissent ce gros bloc de four en argile inutilisable pendant un moment. Après leur départ, Satou s'excuse pour la disparition du maître de la kiln et lui demande de leur laisser un peu de temps seul. Une fois qu'il est parti, Satou demande à Un si elle peut utiliser l'oiseau pour envoyer un message à la sorcière. Un, qui pleurait à chaudes larmes, cesse de pleurer et laisse Satou faire ce qu'il doit. Après avoir envoyé la lettre, Arisa et les autres découvrent que les fioles que Dosan et son peuple ont brisées plus tôt étaient des faux que Satou avait créés, au cas où quelque chose comme ça arriverait. Arisa est surprise par l'intuition de son maître, et cela le rend encore plus attirant à ses yeux. Encore mieux, Satou lui fait savoir qu'il a eu l'idée grâce à son idée de boîte à objets et à créer quelque chose de bien meilleur. Ensuite, ils se mettent tous à sortir les fioles et à les sécher grâce à un peu de magie. Malheureusement, une fiole se casse et Satou trouve une autre méthode pour sécher les fioles sans augmenter la température trop rapidement. Après avoir réfléchi un moment, il a une idée et décide de utiliser un fort souffle d'air chaud pour absorber lentement l'humidité restante des fioles. Une fois terminé, Satou et Arisa sortent tous les deux du four pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Tout le monde se réjouit en apprenant que les fioles seront prêtes avant le coucher du soleil. Après le crépuscule, Satou et quelques autres retournent tous rencontrer Berkan. Là, ils les accueillent chaleureusement, espérant qu'ils admettront leur défaite et se rendront au compte. À sa grande surprise, Satou était là pour lui donner un coup dans les bijoux et anéantir tout espoir de réussite de ses plans. Il leur demande même de quitter la ville maintenant qu'ils peuvent finir les fioles à temps. Cependant, Satou lui fait taire sa sale bouche pour qu'il ne crache pas plus, et lui fait savoir qu'ils ont terminé la commande. Il sort le bon de livraison et lui demande de le signer. À ce moment-là, Dosan panique et demande à Satou de la astuce qu'il a utilisée pour finir à temps.
Berkan vérifie l'authenticité des potions avec ses hommes, et ils tous affirment que la potion est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'il signe la note pour conclure l'affaire. Berkan se lève pour la première fois de son siège et regarde par la fenêtre comme s'il envisageait de faire quelque chose de terrible. Satou lui demande encore une fois s'il va la signer. Avant que Berkan ne puisse répondre, le comte Kouanou lui-même est arrivé pour signer la note de livraison pour Satou. Berkan lui fait face et demande à Kouanou comment il a su pour la livraison. Le comte exprime sa déception face aux actions de Berkan. Il révoque le poste de vice-roi de Berkan et l'exile du palais. N'ayant plus rien à perdre, Berkan décide de jouer un dernier sale tour, et il le fait. En récitant un sort de destruction que le comte lui-même a créé. L'homme reste solide et contre l'attaque car il sait qu'elle ne peut jamais l'atteindre. Puis, il sort son épée et se prépare à décapiter l'idiot qui n'a pas su encaisser une défaite. Cependant, Satou intervient en le frappant violemment, avant que le comte ne crée une scène sanglante pour les enfants. Après tout ce vacarme, le propriétaire du four obtient un four plus grand que celui qu'il avait auparavant et développe son commerce, grâce au comte. De plus, et la sorcière donne à Satou une lanterne magique ou une lampe ainsi qu'un joli nouveau sortilège. Avec cela, chacun prend des chemins différents et poursuit son voyage. Le lendemain matin, Nana se rapproche de son maître et enlève ses vêtements pour dévoiler sa silhouette immaculée à son maître. Maintenant qu'il n'est plus vierge, Satou comprend la mission et essaie de toucher les seins de Nana. Cependant, Arisa, qui est toujours aussi curieuse, les trouve et l'empêche de toucher les seins de Nana. Elle provoque un énorme vacarme qui faillit renverser tout le chariot. Puis, elle demande une explication à Satou et il lui dit qu'il essaie seulement de calibrer le système fondamental de Nana. Sachant parfaitement que Satou est sur le point de faire un calibrage, Arisa sent quelque chose de louche et lui demande des précisions. Nana explique en plus que sa fonction de manipulation magique est un peu défaillante, et qu'elle aura besoin d'aide extérieure de la part de son maître pour la remettre en marche. Satou lui demande ce qu'il doit faire et elle lui dit de placer sa main près de son cœur, et de rediriger le flux magique dans son système. Mia arrive juste à temps et dit à leur maître d'utiliser le dos de Nana pour atteindre son cœur, plutôt que sa poitrine. Satou pose ses mains sur le dos de Nana et dirige l'afflux de magie vers son dos. Quelques instants plus tard, Lisa arrive pour saluer son maître, avant de lui demander ce qu'il prévoit de faire ce jour-là. Plus tard, ils commencent leur voyage et Satou se prépare à passer près du baronnie de Muno. Vers cette époque à Seriou, Zina se dépêche de revenir à ses collègues pour leur montrer la lettre qu'elle a reçue de Satou. Elle l'ouvre et la lit à ses collègues, qui ne sont pas impressionnés par la formulation de la lettre. Zina, en revanche, était très heureuse d'entendre enfin son prince charmant. Pendant ce temps, Satou et son groupe s'arrêtent pour manger et prendre du thé. Là, Lisa et Pochi arrivent avec une plante épineuse rare et demandent à Satou de les laisser la manger car elle sentait bon. Satou prend la plante et la casse en deux, exposant la sève sucrée qu'elle contient. Il goûte la sève et se rend compte qu'elle est douce. Puis, il tend la main pour que les petits enfants puissent lécher. Quand il a fini, Arisa tente de lui jouer un tour, mais Satou ne la laisse pas faire. Cette nuit-là, Zina relit une fois de plus la lettre de Satou avant de s'endormir. En attendant, Satou lit, les enfants et tout le monde, un magnifique récit sur un arbre du monde composé de dieux et de divinités. Il raconte une longue histoire qui ne semblait pas très intéressante à l'époque. Cependant, cela suffit à endormir les filles. Au moment où il termine son récit, il voit que les filles sont déjà endormies et décident de s'arrêter là. Zina finit aussi de lire la lettre et promet de rendre visite à Satou un jour. Le lendemain matin, Satou se réveille au milieu des filles et est très effrayé lorsque il découvre d'innombrables melons caressant son visage. Tout le monde se réveille rapidement et il les félicite tous. Bientôt, tout le monde descend du chariot pour commencer sa journée.